On s'installe là, puis il y a une manifestation qui commence parce qu'il y a un jeune un peu plus loin qui vient de se faire tirer une balle dans la tête. Et les Palestiniens commencent à manifester, les Israéliens arrivent, se mettent à tirer, puis moi, je me fais tirer une balle dans la jambe. Et là, on me ramène à Jérusalem, puis je fais un reportage là-dessus, d'ailleurs. C'est un reportage les plus... Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'en soit comme invité, c'est nul autre que le journaliste et animateur Jean-François Lépine. Si vous ne savez pas c'est qui, il a passé 40 ans à Radio-Canada. Il était journaliste, correspondant à l'étranger, fait que il se promenait tout partout dans le monde. Il a participé à il a fait des reportages dans des zones de conflit, dans des zones de guerre. Il a participé à des moments historiques de l'humanité, tu sais, que ce soit la chute du mur de Berlin. Fait que bref, ça a vraiment été très intéressant de le recevoir sur le podcast. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, on est vraiment très chanceux de l'avoir sur le podcast. En tout cas, moi, j'ai vraiment trippé le recevoir. Fait que bref, c'est ça. On va parler un peu de son parcours. On va parler de c'était quoi ce métier-là. Puis on parle aussi beaucoup de géopolitique, hein? On parle beaucoup de la Chine, on va parler de la Russie, on va parler un peu des autres pays, là, tu sais. Mais bref, ça a vraiment été super le fun de le recevoir sur le podcast. Un gros merci à Jean-François Lépine d'être venu. Je vous encourage à aller vous procurer ces 2 livres si vous avez trippé sur le podcast. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler que le podcast est commandité par procafetière.ca. Encore une fois, un gros merci à nos partenaires procafetière.ca de commanditer le podcast cette semaine. Si vous tripez sur le café, hein, si vous voulez encourager une compagnie locale, ben faites affaire avec procafetière.ca. Allez les voir, ils sont situés sur la rive sud de Montréal, à Varennes. Ils ont un beau local avec plein de produits, plein de cafetières, plein de sortes de cafés, dont le café du What's Up Podcast que je vous encourage à vous procurer si vous voulez. Ou sinon, allez les voir sur leur site internet au procafetière.ca. Fait qu'encore une fois, un gros merci à nos commanditaires. Et juste avant que je vous laisse aussi l'écouter, si vous voulez m'encourager moi, vous pouvez toujours vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet entre autres de voir tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique, puis ça vous donne accès à tout ce qui est contenu exclusif que je donne pour mes membres Patreon. Puis c'est pas cher, il y a plein de forfaits, il y en a à 3-4 piastres. Pour vous autres, c'est pas grand chose, pour moi ça fait toute la différence. Puis sinon, je vous encourage tout le monde, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein? Laissez un petit thumbs up, écrivez un commentaire positif dans la section commentaires, ça va m'aider avec les algorithmes. Ou sinon, c'est pas mal ça pour cette semaine. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Jean-François Lépine, merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca et on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Est-ce que t'aimes ça la UFC? Est-ce que t'en écoutes ou... Écoute, c'est la seule fois de ma vie que je suis entré dans cet univers-là. de genre Saint-Pierre. Des fois, quand j'en vois, je reste un peu pour regarder qu'est-ce que c'est devenu. Mais quand t'assistes à ça, là, c'est... c'est pas la même affaire, hein? Puis à cette époque-là, c'est drôle parce que j'ai connu aussi la boxe. Parce qu'à un moment donné, Radio-Canada avait décidé de devenir diffuseur de boxe. Puis on est allé, ils nous ont invités tous les animateurs de Radio-Canada. On était tout autour du ring, juste à côté. Tu sais, le boxeur, il se fait donner un coup, t'as quasiment un postillon qui t'arrive, tu sais, la salive t'arrive sur toi. Là. Ou du sang. ouais, le mélange des deux. Puis c'était Jean-Pascal qui était la vedette ce soir-là. Puis il se battait contre un Salvadorien, là. C'était invraisemblable. Ça veut dire que c'est dans les grosses années de Jean-Pascal, ça? Ouais. Là, j'ai vu qu'il a fait un retour récemment. Ouais. Mais j'avais jamais vu un combat de boxe de ma vie. Puis le premier où je vais, là, on est assis. Écoute, Pascal était assis de l'autre côté, mais nous autres, le Salvadorien était là. Puis il y avait un drôle d'événement qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, j'étais avec un de mes amis. Puis à un moment donné, il y a une espèce de gars qui s'en vient qui s'assoit à côté de moi avec une magnifique femme.
deux Haïtiens. Et puis lui, il a son espèce de manteau super chic, puis il veut pas me parler. Mais sa femme me reconnaît. T'sais, bonjour, Monsieur Lépine, ça. Puis elle lui dit en français, c'est monsieur. Puis lui, là, c'est un personnage mystérieux. Puis à un moment donné, Pascal est en train de perdre. OK? Il est en train de se faire battre. Puis là, il dit, il regarde Pascal dans les yeux, là, puis il dit, Bali, Bali. Puis là, t'as vu mon Pascal, il a vu ce gars-là, puis il a commu la terreur de sa vie. Puis là, il s'est réveillé, puis il a fini par gagner le combat. Ah ouais? Puis à partir de ce moment-là... Tout assisté à ça direct à côté. Ouais, et j'étais assis à côté de ce gars-là, puis il est parti à un moment donné, puis il m'a jamais dit bonjour, jamais dit un mot, j'ai essayé de lui parler, jamais il m'a répondu. Ah ouais? Un drôle de gars. Mais visiblement, c'était peut-être le gars qui... Je sais pas à qui Pascal devait des dettes énormes. C'est un gars qui avait peut-être gamblé sur le combat, mais à qui Pascal devait quelque chose. Parce que dès qu'il lui a dit fort, là, Bali, Bali, puis en créole, ça veut dire bas-le, mets fin à la game, là. Et puis, après ça, chaque fois que je commençais mon émission en direct, mon équipe me disait Bali, Bali. C'est le fun. C'est bien cool. Ouais. T'as-tu su c'était qui cet homme-là, finalement? Non, j'ai jamais su. Parce qu'il est parti avant le temps. Puis mais t'as jamais entendu parler de lui? J'ai jamais entendu parler de lui. Je pense que je suis pas retourné. Puis après ça, je me suis intéressé à la UFC. Puis là, on est allé voir des combats. Puis... OK, fait qu'on va commencer ça, ouais. Jean-François. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, je suis très, très, très content de le recevoir. Il a été journaliste, il a fait des reportages à l'étranger dans des zones de guerre. Il a animé à Radio-Canada. Il a été représentant du Québec en Chine de 2015 à 2021. C'est vraiment un honneur pour moi de le recevoir. Jean-François Lépine, ça va bien? Moi aussi, ça me fait plaisir, Jerry. Merci beaucoup. Puis merci de me laisser te tutoyer, comme je te disais tout à l'heure. Il faut. Comment t'as commencé le métier de journaliste? Pourquoi t'as voulu te lancer dans ce métier-là? C'est compliqué, mais disons que moi, je rappelle toujours cette histoire-là parce que c'est vrai. Quand j'étais petit, j'étais un lecteur de Tintin. Je sais pas si tu as déjà lu des Tintins, mais Tintin, c'était un personnage de bande dessinée. Quand j'étais enfant, moi, on était 8 enfants. Puis chaque semaine, on avait le magazine Tintin qui rentrait chez nous. Puis Hergé, l'auteur de Tintin, chaque semaine, il publiait 2 pages d'un futur album. Puis on voulait toujours suivre l'album qui s'en venait. Et Tintin, c'était un reporter et qui voyageait partout dans le monde. Il y avait des aventures qui se déroulaient partout dans le monde. Puis d'ailleurs, cet auteur-là, qui s'appelait Hergé, a jamais voyagé lui-même dans la plupart des endroits où est-ce qu'il fait des albums, sur lesquels il fait des albums. Il allait à la bibliothèque, il regardait les encyclopédies, puis il imaginait ces pays-là. Et c'est un talent absolument inouï. Mais moi, donc, dès mon enfance, j'ai été fasciné par l'exotisme. Quand j'ai été nommé, quand j'avais 32, 33 ans, j'ai été nommé correspondant de Radio-Canada en Chine. Et mes amis m'avaient donné le Tintin, le Lotus bleu qui se passe en Chine. Et puis, j'ai toujours été fasciné, donc, d'abord par ça quand j'étais enfant. Puis ensuite, quand je suis allé au collège, à l'université, j'ai fait du journalisme étudiant. J'ai participé à des journaux de toutes sortes. Au collège, on avait créé un journal concurrent du journal officiel, qui était un journal un peu contre tout, puis en tout cas, c'était très... Mais j'ai toujours aimé faire ça, puis j'ai étudié, par contre, en sciences politiques. Moi, ce qui me fascinait, c'était les êtres humains en politique. Honnêtement, c'est encore aujourd'hui une fascination pour moi, voir un Trump, essayer de comprendre ce personnage-là, la course électorale américaine, l'incompétence de nos politiciens canadiens que je trouve invraisemblable. On va pouvoir en parler tout à l'heure. On pourra parler de tout ça. Je suis très critique de la politique aujourd'hui, des hommes qui font et qui nous gèrent. Partout dans le monde, on a, à mon avis, une grande crise de leadership et surtout de vision. Ça, on pourra en parler si tu veux.
Puis en sciences politiques, j'ai l'été pour gagner mes études et tout ça, pour travailler, parce qu'on travaillait pour payer notre appartement, des affaires comme ça. J'ai tout de suite travaillé dans un journal qui n'existe plus aujourd'hui et qui s'appelle l'Action à Québec. J'étudiais à l'Université Laval. Puis l'Action, c'est un ancien journal catholique possédé par les curés, l'Église et tout ça. Puis moi, j'étais un anticlérical, mais j'ai commencé là un été. Ça veut dire quoi, ça, anticlérical? Ça veut dire que j'étais contre le pouvoir de l'Église. Ouais. Toi, t'as pas connu ça parce que t'es trop jeune, les gens de ta génération, mais moi, j'ai 75 ans aujourd'hui, d'abord, premièrement. Et quand on était enfant, nos parents nous forçaient presque d'aller à l'église le dimanche au moins, et puis on était dans notre éducation. Moi, j'ai fait 8 ans dans un collège qui est devenu un cégep après, le cégep Saint-Laurent, mais c'était un collège qui était géré par des curés. Dans ce temps-là. Par des pères de Sainte-Croix, jusqu'à la fin de mes 8 ans de collège. On faisait 8 ans dans un collège avec une gang de chums. Là. On partait, on était peut-être une centaine, puis à la fin, on finissait, on était une trentaine. Mais les gens de ce collège-là, là, aujourd'hui, quand on se voit, c'est comme si on avait été nourris par la même mère, puis élevés par les mêmes parents. On est pareil. T'es encore en contact avec ce monde-là? Oui, souvent, oui. Tabarouette. Moi, j'ai encore des bons amis de cette époque-là. Malheureusement, on vieillit tous, là, mais et comme je te dis, quand on se voit, là, on a le même cerveau. 8 ans là, à être formé. Donc, l'Église, pour moi, c'était, tu sais, j'ai été élevé par des sœurs au primaire, puis par des curés au secondaire et au collégial. Et puis, après ça, et puis, je suis devenu... Et c'est même les curés eux-mêmes qui nous ont développé cet esprit-là, parce qu'ils voulaient... le sens de la critique. De la critique, de l'indépendance. Remise en question. C'était des gens absolument brillants. Mais même eux-mêmes passaient par une turbulence énorme. Tu sais, c'est l'époque où le Québec... c'est les années 60. Révolution tranquille. C'est la Révolution tranquille, mais aussi, ce qui est important, c'est que le gouvernement décide de créer un ministère de l'Éducation et d'enlever l'éducation à l'Église. La séparation entre l'Église et l'État, la séparation qui se manifeste dans l'éducation, on prend le contrôle de l'école, c'est nous qui allons, ça va être un service public gratuit, etc. Et donc, t'as connu ça, toi, enfant. Ouais, donc on est né, on a vécu jusqu'à notre état d'adulte, un peu dans cette tourmente où on remet en question le rôle de l'Église. Et puis, il y a aussi, c'est une Église qui a beaucoup de pouvoir et qui abuse de son pouvoir. On sait toutes les histoires aujourd'hui maintenant des abus sexuels à l'endroit des enfants, mais les abus disciplinaires aussi, parce que les curés étaient très sévères. Moi, j'ai pas vécu personnellement ça de façon effrayante, là, mais tous les gens qui vivaient dans des collèges à l'époque pourraient te raconter comment ils ont senti à un moment donné des pressions des curés sur le plan du harcèlement sexuel, sur le plan de... C'était une époque assez particulière où ces gens-là, qui étaient tous des célibataires, autant les sœurs que les curés, exerçaient un pouvoir, et puis il y a eu des dérives de ce pouvoir-là dont on a été témoin et qui nous ont fait être de plus en plus critiques. Mais au fond, on était critiques par rapport à quoi? Peut-être pas à des curés qui, en fait, nous ont transmis aussi d'autres valeurs intéressantes, mais par rapport au pouvoir, l'abus du pouvoir. Moi, je suis extrêmement sensible à ça. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui est ma vie, tu sais, moi, en journalisme, partout, j'ai toujours été à l'affût des droits des individus, la défense des plus faibles, etc. Tu sais, tout le scandale, tu es au courant du scandale des pensionnats autochtones. On en a entendu parler. Le gouvernement voulait de plus en plus mettre fin à tout le système amérindien, les villages éloignés et tout ça. Qui avait lui-même beaucoup de misère à se perpétuer et tout ça. Et donc, là, on a dit une solution simple, c'est pas compliqué, on va on va forcer les gens, les nouvelles générations à abandonner cette culture amérindienne, les assimiler. On va les assimiler
de force, puis on a utilisé les églises protestantes et catholiques. Ah, ben c'est John A. MacDonald qui a créé les pensionnats. Tout à fait. Ça, j'ai appris ça. C'est ça. Donc, c'est une histoire qui a commencé à la fin du 19e siècle, puis en tout cas, bref. Et donc, moi, je suis arrivé en journalisme un peu dans ce climat-là, là, tu sais, où c'était la Révolution tranquille, on se libérait, les médias prenaient beaucoup d'importance. D'ailleurs, c'est une époque où les journaux se sont syndiqués. Donc, les journalistes devenaient syndiqués, devenaient très indépendants par rapport aux patrons de presse. La presse était beaucoup contrôlée par les élites, richissimes ou riches, par l'Église. Ouais. Alors, en tout cas, bref, fait que si on a un patron, je veux pas aller trop loin. Mais si on a un patron qui est, je sais pas, on va dire, qui a une telle vision du politique, ben il faut que ces journalistes adoptent ce narratif-là, c'est ça? C'est ça. Il y avait beaucoup dans l'indépendance de la presse et des journalistes, il y a eu cette époque-là où on s'est syndiqué pour se donner un peu plus d'armes face à la direction. Ah, plus d'indépendance. Plus d'indépendance, plus de... Quand on est devenu syndiqué, ben on n'était plus menacé de se faire flanquer à la porte si on avait des opinions différentes de nos patrons. Donc, il y a eu la presse aussi s'est beaucoup enrichie à cette époque-là de son indépendance, de ça. Et puis, comme il y avait beaucoup de transformations dans la société, la presse qui avait en partie contribué à l'arrivée de la Révolution tranquille, parce qu'on était très critique de l'époque de Maurice Duplessis, qui était là, ce qu'on appelait la grande noirceur. Donc, on a favorisé la Révolution tranquille. Puis quand la Révolution tranquille est arrivée, tous les bouleversements, les gens voulaient comprendre ce qui se passait. Tu sais. C'est là qu'il y avait les médias. Alors, les médias ont eu un rôle extrêmement important. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, partout dans le monde, quand il y a des questionnements sur le plan politique, les médias prennent beaucoup d'importance. Parce que les gens veulent comprendre. Ben oui, ils sont curieux. Ouais. Aujourd'hui, il y a des choses très différentes, par contre, parce que les médias sont moins, disons, traditionnels comme à une certaine époque. Parce que comme toi, par exemple, tu fais de l'information, mais t'es pas considéré comme un média traditionnel. Non, aujourd'hui, je suis loin d'être un journaliste. Non, mais quand même, tu communiques énormément de choses. Et dans l'univers de la communication, les gens ont de plus en plus de choix. Et ça, on pourrait parler de ça. Le monde de l'information en général, c'est très compliqué. J'ai gardé un petit volet pour ça tout à l'heure. En 1975... Faut que tu m'arrêtes, je parle trop des fois. OK, mais c'est compris. En 1975, tu as aidé un couple de jeunes mariés à s'enfuir pour venir s'établir au Canada. Wow. C'est quoi cette histoire-là? C'est très intéressant que tu sortes cette histoire-là parce que j'en parle pas souvent. Mais j'étudiais en France. OK, je faisais un début de doctorat que je finirai jamais parce que le Radio-Canada m'a rappelé pour me proposer un projet qui était très intéressant. Mais j'étudiais en France, puis mon père avait un ami médecin en Algérie. Puis je faisais ma thèse de doctorat, c'était sur le pétrole. À l'époque, c'était une époque très importante de crise du pétrole parce que les pays, par exemple, du monde arabe se sont mis à prendre le contrôle. Ah, la crise de Koweït, c'est ça? Non, le Koweït, c'est après. Mais ça, c'était la naissance, par exemple, de l'Organisation des pays producteurs de pétrole. C'était des pays où les gisements de pétrole étaient possédés par la Grande-Bretagne, les États-Unis et tout ça, puis qui ont beaucoup fait une transformation, qui ont nationalisé leur pétrole, sont devenus fiers, se sont mis il y a eu une crise aux États-Unis là, de l'essence. Je sais pas si c'était ça que tu parlais. Et en tout cas, donc dans les années 70, début des années 70, là, c'était très important. Puis je fais ma thèse de doctorat là-dessus, que je finirai pas parce que je vais aller continuer à travailler à Radio-Canada. Mais c'est ça le sujet. Puis il y a une réunion de l'Organisation des pays producteurs de pétrole en Algérie. L'Algérie, c'est un gros pays producteur de pétrole encore aujourd'hui et de gaz. Et je suis là, puis je passe du temps chez ce médecin-là. Je passe à peu près 3 mois. Je fais le tour du pays, c'est fascinant. Je vis chez lui quand je suis à Alger. Le reste du temps, je me promène dans le pays. Puis je reviens en France pour continuer mes études. Puis à un moment donné, il m'écrit un mot, puis il me dit... Il y a le fils d'un de mes amis qui va venir te voir à Paris. Il s'est enfui d'Algérie avec la femme d'un des personnages les plus puissants du pays.
qui est pas la femme, la fille d'un des personnages les plus puissants d'Algérie. Et ils sont partis en France, où est-ce qu'ils sont cachés. Mais j'aimerais ça que tu les aides à aller au Canada, où est-ce qu'ils vont être beaucoup mieux protégés. Et à un moment donné, il y a ce gars-là qui arrive, qui vit encore. Il s'appelle Denis Masquinot à l'époque. Il va s'appeler Dalil Masquinot plus tard. C'est son nom aujourd'hui, parce qu'il s'est converti à l'islam. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais je vais essayer de faire l'histoire vite. Ouais. C'est un jeune, dans la vingtaine, qui est amoureux d'une Algérienne, mais qui est dans une famille très importante, très près du pouvoir algérien. C'est un pouvoir militaire. Puis sa famille ne veut pas qu'elle parte avec ce gars-là. Roméo et Juliette. Exactement. Et c'est clandestin, ils partent. Puis ils sont par toutes sortes de filières, ils sont protégés en France par le Parti communiste français, qui à l'époque était très fort. Et puis il vient me voir chez moi, puis il me dit on veut partir au Canada, le docteur Martini t'a écrit et tout ça. J'ai dit oui, j'ai promis de t'aider, puis je vais t'aider. Et puis je me préparais moi-même à revenir au Canada. Ben, j'avais une offre de Radio-Canada, mais je connaissais rien de ce que j'allais faire. Là. Oui, c'est ça. Alors, je viens pas de la CIA, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je comprends très bien qu'ils sont en danger, puis sont protégés par le parti. Puis le Parti communiste est assez fort pour les protéger contre une partie de la police française qui est très près du pouvoir algérien, puis qui est prête à prendre Dalila puis la ramener au pays. Ça peut être fait comme ça. Alors, donc on se dépêche. Par hasard, je connais quelqu'un à l'ambassade du Canada qui s'occupe d'immigration. Par hasard. Je ne savais pas que je le connaissais, mais c'est un gars que j'ai connu au collège ou je sais pas où. Et puis, je le convainc que je vais devenir le parrain de ces deux jeunes-là. On a à peu près le même âge. Et puis, je les emmène au Canada, je vais m'occuper d'eux, je vais financer leur installation au Canada et tout ça. Puis, l'opération est réussie, on s'en va tous au Canada, puis pendant un certain temps, tout va bien, puis ils s'inscrivent à l'université tous les deux et tout ça. Puis, à un moment donné, Dalila se fait enlever à Montréal. Ben non! Ouais. Et puis, elle va se faire enlever, on va le savoir après, parce que Denis m'appelle, puis il me dit, c'est la catastrophe, elle est disparue, on la voit plus et tout ça. Puis, c'était une opération très compliquée. C'est que en fait, son frère aîné, qui était le chef de la famille, était très lié à une famille à Montréal. En fait, à Bromont, les Désourdis à l'époque, qui avaient des contrats avec l'Algérie très importants. Et puis, avec l'aide des Désourdis, ils sont entrés à l'aéroport de Montréal à l'époque avec un Boeing 707 qui appartenait à la famille, qui était loué par la famille. Ils se sont installés à Dorval, à côté du circuit officiel. Ils ont drogué Dalila. Ils l'ont emmenée en chaise roulante. Les douaniers n'ont pas posé une question. Elle dormait sur sa chaise roulante. Ils l'ont mis dans l'avion puis sont disparus. Et ils ont pu faire ça sans que la police le sache, parce qu'ils avaient beaucoup de contacts dans la société québécoise. C'est un scénario de film, ça? Non, c'est fou. Puis là, après ça, en tout cas, bref, Denis, son mari. Oui, ils sont mariés à Montréal, va devenir musulman, va rentrer clandestinement en Algérie, puis il va la sortir une deuxième fois. Ah ouais? Ouais. Il va la ramener à Montréal. Et puis là, ils vont malheureusement se séparer, puis elle va retourner en Algérie, puis lui vit au Canada, puis maintenant et tout ça. Ça aurait été le fun de la fin heureuse ils sont encore ensemble. Ouais, c'est ça. Mais ils se sont séparés pour toutes sortes de raisons. Puis, mais c'était une histoire rocambolesque à l'époque. Une histoire policière, une histoire... puis lui, cette idée de retourner en Algérie clandestinement, d'aller la chercher, puis de la sortir une deuxième fois. Quand elle est sortie la deuxième fois, c'était moins dangereux pour eux parce que, en tout cas, c'est compliqué. Mais bref, c'est la première fois où j'ai été très impliqué. Ben ouais, c'est Puis je connais encore Dalil Masquinot aujourd'hui. J'ai même voulu faire un documentaire là-dessus. Et puis j'ai voulu retrouver Dalila, qui était sa femme à l'époque, une très belle Algérienne, puis elle a jamais voulu en parler. Ouais. Mais c'était une histoire
en tout cas, qui est connu parce que les médias en ont parlé. Puis, ouais. C'est combien de temps après que c'est là que tu es devenu reporter à l'étranger pour Radio-Canada? Ouais. Combien de temps après ça? Bon, ça, dans ce temps-là, donc 75, j'ai fait une émission à la radio. C'est fantastique, tu sais, le journalisme à l'époque. Il y avait beaucoup d'opportunités. Si tu étais prêt à faire toutes sortes de choses, et moi, on m'a offert d'animer une émission quotidienne à la radio à l'époque qui s'appelait Présent et qui était une émission diffusée dans tout le Québec à l'époque où René Lévesque montait en politique québécoise en tant que leader souverainiste. Il va gagner en 76. Nous autres, on est Présent, on diffuse ça tous les jours. C'est la fin de Robert Bourassa, c'est le début de René Lévesque. Après ça, Lévesque va former le gouvernement, lancer un référendum en 80, etc., etc. Puis là, je couvre toute cette époque-là. Et c'était pour beaucoup la déception du référendum de 80. Mais ça, moi, j'étais un spécialiste en sciences politiques. On voyait les sondages. On savait que ça marcherait pas. On savait que Lévesque était populaire, mais que son option fonctionnerait pas. Puis, alors qu'en 95, 15 ans plus tard, là, ça a failli réussir par quelques milliers de voix. Et donc, c'était fascinant. Puis, à un moment donné, après Lévesque, en 81, gagne les élections, il revient au pouvoir, mais il est pas content. Il a perdu son référendum, puis il y a des dissensions au sein du PQ sur qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, qu'on a perdu le référendum. Puis et Lévesque devient plus malheureux, en tout cas, c'est un gouvernement c'est une période qui est pas drôle pour le PQ. Et moi, je décide que je veux faire autre chose. Là, j'ai fait beaucoup de politique. Là, ça fait presque 10 ans que je fais de la politique québécoise. Alors, je décide de postuler à Radio-Canada. Il y a des postes à l'étranger. Puis je décide d'en postuler un à Londres. Mais là, on me fait comprendre que je suis un peu trop jeune puis que ça revient... Ces postes-là, c'est des postes hyper confortables. Tu vis dans une belle ville comme à Londres. On avait un bureau à Paris, des bureaux à Washington. OK, c'est pas aller couvrir des zones de guerre. C'est-à-dire, oui, si t'es, disons, à Paris, et puis il y a un affrontement, par exemple, au centre de l'Europe ou au Moyen-Orient, c'est toi qui y vas souvent. Parce qu'on n'a pas de bureau au Moyen-Orient, on n'a pas de... Puis on couvre pas que des zones de guerre, mais c'est sûr que les correspondants, ils sont presque sur place ou pas loin. Alors, on a tendance à les envoyer, tout ça. Mais ça existe de tout temps. Ça existe à Radio-Canada depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre du Vietnam et tout ça. On a couvert toutes ces choses-là à travers le temps. Mais moi, donc, je veux faire de l'information internationale. C'est ça qui m'intéresse. Puis ils me disent, Londres, t'es un peu trop jeune, là, on doit nommer des gens qui sont plus vieux puis qui ont travaillé depuis plus longtemps que toi. Mais ils me disent, il y a un poste qui s'ouvre en Chine. Puis là, c'est un poste qui commençait. La Chine, c'était probablement le pays le plus pauvre au monde. Les conditions, même pour les correspondants, étaient difficiles. Puis il y avait beaucoup de plus vieux que moi qui voulaient aller à Paris, Washington ou Londres, mais aller en Chine, là, je sais pas, pour aller me faire suer à vivre dans des conditions difficiles, puis avec une langue que je comprends pas, puis etc. Et moi, toi, tu as vu ça comme une opportunité? Alors moi, je me suis dit, hey, là, s'ils veulent m'envoyer là, certains. Puis là, j'ai appris le chinois. À l'époque, c'était inouï aussi parce qu'on travaillait autant pour le réseau anglais que le réseau français de Radio-Canada. Donc, on travaillait, puis ça, c'était unique au monde. Il y avait personne, sauf des Canadiens, qui faisaient ça en journalisme, mais on travaillait dans les deux langues. On travaillait il y avait peut-être des Suisses qui faisaient ça, ou des Belges peut-être en flamand et en français, mais pas très peu. Fait que tu faisais 2 reportages? Alors, on faisait le même reportage, mais en 2 langues. OK. Puis même moi, quand je concevais mon reportage, je l'écrivais souvent en anglais, parce que je voulais pas traduire du français à l'anglais. C'est parce que c'est pas la même chose. Et je me mettais dans la peau même je rêvais en anglais durant toutes ces années-là, parce que vraiment, je me forçais c'était plus difficile pour moi d'écrire en anglais. Donc, je faisais ma première version en anglais, puis après ça, je la traduisais en 3 secondes en français. Oui, du quasiment dans ta tête. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, mais c'était quand même unique. On pouvait, si on couvrait un événement, là,
je pouvais parler à Bernard de Rome en direct, puis je me retournais, puis je parlais à Peter Mansbridge à Toronto, puis les Américains nous regardaient en voulant dire, coudonc, ils sont fous, ces Canadiens. C'est une machine. C'est ça. Puis il y avait même un... Il opère! Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y avait un Canadien à l'époque qui était très connu, qui a été une grande vedette de ABC News qui s'appelait Peter Jennings. C'était un Canadien. Puis c'était un grand ami de mon maître à penser en journalisme au Québec, Pierre Nadeau, qui était un grand journaliste de télévision et de radio. Et puis, Peter Jennings était venu me voir à un moment donné après toute une série d'heures comme ça où on passe, tu sais, puis on fait du direct, là, tu sais. Puis moi, je faisais du direct en anglais. Puis il m'avait dit, j'en reviens pas. Tu sais. Puis je faisais ça sans hésitation. Ah ouais. Ben, c'est le fun. Puis ce qui était génial, le fait de faire ça, c'est que Radio-Canada, de tout temps, même encore aujourd'hui, a toujours eu un peu moins d'argent que le réseau anglais. Donc, le réseau français, surtout en information, c'est de la faute de nos patrons, ça, d'avoir accepté ça à travers le temps. Mais on faisait les mêmes émissions, la même télévision, mais on avait moins d'argent parce qu'on était les Canadiens français, puis il y avait moins de Canadiens français au Canada que de Canadiens anglais, puis en tout cas, mais ça existait. Mais quand on travaillait pour les deux, là, j'avais deux fois plus d'argent que tous mes collègues du réseau français. Et donc, je pouvais voyager beaucoup plus. Et en plus, on avait les deux publics, le public anglophone, le public francophone. Fait que c'est pour ça que tu pouvais te passer puis aller en Irak, en Égypte. Ben, c'est-à-dire que souvent, comme ça leur coûtait moins cher d'envoyer le gars qui fait les deux réseaux, vas-y, deux équipes. Et j'ai fait ça pendant presque 10 ans. D'autres de mes collègues aussi l'ont fait. Fait que c'était un avantage pour toi. C'était un avantage, puis c'était intéressant parce que, comme je te dis, mon audience au Canada, là, c'était autant les Anglais que les Français. Ça te donnait une influence vraiment énorme. Très cool. De quoi que tu as dit dans un reportage, c'est que tu aimais beaucoup la liberté aussi, que ça l'amenait. Parce que t'es comme à toi-même une petite entreprise. C'est-à-dire que plus t'es loin, moins le patron a d'emprise. Sait où est-ce que tu es puis ce que tu fais. Si t'es en Chine, personne lit sur la Chine. C'est toi, si tu veux, qui leur explique ce qui se passe. Et puis, t'es loin. Puis, alors, il y a pas grand monde qui me disait, Jean-François, aujourd'hui, tu fais ça. Donc, tu as cette espèce de liberté qui est fantastique. Et puis ensuite aussi, comme je te dis, comme je travaillais pour les deux, j'avais plus d'argent parce que les deux réseaux collaboraient. Donc, je faisais des propositions, puis elles étaient souvent acceptées et tout ça. Mais effectivement, quand par exemple, j'ai été à Jérusalem pendant un bout de temps. Quand t'es à Jérusalem, quand t'es à Pékin, quand t'es à Paris, t'es plus près parce que les gens lisent les journaux français, tu sais, puis alors ils peuvent te dire, j'aimerais ça que tu fasses ça plus que ça. Et ça, c'est correct aussi. Tu sais, c'est correct que les gens dans la salle des nouvelles qui sont responsables des correspondants disent, j'aimerais ça que tu me fasses telle histoire. Mais l'idée, c'est que plus on est loin, plus on a de liberté. Donc, plus on décide ce qu'on priorise, ce qu'on veut faire et tout ça. Puis ça, c'est pour un journaliste, c'est vraiment bien. Dans ton livre, La ligne de feu, ça, tu parles que t'as pu voir les foules gagner leur liberté en Afrique. Fait que t'as vu la fin de l'apartheid? Oui. C'était comment, ça? C'est le contexte, alors, ça, c'est intéressant parce que moi, j'étais à ce moment-là au Moyen-Orient. Et puis, il y avait énormément de pression internationale, dont de la part du Canada, pour qu'on libère un héros national sud-africain, le Nelson héros Mandela. de la minorité noire, qui était en prison depuis une vingtaine d'années, et qui dirigeait un grand mouvement qui s'appelait l'African National Congress, l'ANC, et qui était pour les Blancs de l'Afrique du Sud, vraiment une menace terrible. Et de toute façon, les Noirs devenaient, sur le plan démographique, de plus en plus importants. Ça devenait de plus en plus absurde de les maintenir dans une situation où on ne reconnaissait, on leur donnait aucun pouvoir, ils étaient complètement contrôlés. C'était un pays qui vivait sous un régime qui devenait de plus en plus absurde, où c'est des Blancs qui dirigent, puis c'est pas la majorité du pays, et puis c'est un régime raciste, un régime, etc., etc. Et il y avait des pressions de toutes parts pour que ça s'arrête. Et puis même la Grande-Bretagne qui supportait ce régime-là commençait à craquer.
Et M. Mulroney, qui était premier ministre du Canada, était du côté des gens qui voulaient libérer Mandela, mettre fin à l'apartheid. Et puis, il y a eu des Sud-Africains blancs aussi, dont le président de Klerk, qui a libéré Mandela, qui ont décidé qu'eux autres aussi, c'était fini, ce régime-là, puisque c'était absurde, même s'il y avait une partie de la population blanche qui était armée, qui était contre la fin du régime et tout ça. Et puis, on a vu, donc, j'ai assisté, parce que j'étais le moins loin, comme je te disais tantôt, on n'avait pas de bureau en Afrique, mais j'étais le moins loin parce que j'étais au Moyen-Orient. Ils m'ont... Puis tu peux faire les deux reportages. En plus, ils m'ont envoyé là-bas. Et puis, on a vu, quand Mandela a été libéré, parce à la fin, il était plus détenu sur une île où il y avait une prison où tous les résistants contre l'apartheid étaient détenus dans des conditions terribles. Mais à la fin, il était détenu dans une sorte de ferme, entouré de gardiens et tout ça. Mais où est-ce qu'il pouvait recevoir même des dignitaires étrangers, tout ça. Puis c'était pas loin de la ville du Cap, qui est la ville la plus au sud de l'Afrique du Sud, qui est une magnifique ville. Et à la fin, là, quand il est sorti de la ferme à pied pour arriver sur la route nationale, moi et mon caméraman, on était juste de l'autre côté de la route, là, avec tous les autres caméramans, journalistes étrangers. Puis là, il est venu nous saluer brièvement avant de partir dans son auto pour s'en aller vers le centre de la ville du Cap. Et ça, c'était des moments là, historiques. C'est ça qui est fantastique aussi quand on vit, autant au Québec, dans le journalisme, ce qui est inouï, c'est que on vit autant des événements négatifs, mais aussi des événements extrêmement positifs. Puis on est toujours aux premières lignes. Alors, ça peut être... Des moments importants de l'histoire. Oui, des moments qui changent. Alors, comme je te dis, c'est parfois des moments négatifs, c'est sûr. Alors, quand on parle de conflit, quand on parle de... Imagine ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui avec les Palestiniens, puis maintenant les Libanais, où le premier ministre israélien a dit aujourd'hui aux Libanais, si vous continuez, on va faire avec vous ce qu'on a fait aux gens de Gaza. Puis Gaza, c'est vraiment comme une sorte on appelle ça une prison à ciel ouvert parce que c'est entouré, les gens peuvent pas en sortir, mais c'est 2,5 millions d'habitants qui vivent dans un espace qui est presque plus petit que l'île de Montréal et puis où tout le monde est entassé, mais dans des édifices quand même relativement modernes et qui ont été presque totalement rasés à cause des bombardements israéliens. Puis là, il dit aux Libanais, si vous continuez à appuyer le Hezbollah, qui est une milice armée au sein du gouvernement libanais, si vous continuez à les appuyer, on va faire avec le Liban ce qu'on a fait avec Gaza. C'est brutal comme menace. Donc, nous, les journalistes, on vit autant le meilleur que le pire. Et on est souvent aux premières lignes. Et c'est pas toujours facile, au contraire. Mais c'est en même temps une forme de privilège d'être le premier à expliquer, à faire comprendre. Parce qu'on a besoin de comprendre. C'est compliqué. C'est pas simple. Puis, alors, c'est une discipline aussi. Moi, j'ai reçu beaucoup de distinctions dans ma vie pour une raison qui était toujours la même. C'est la capacité de prendre un problème compliqué puis de l'expliquer. De le vulgariser. Ouais. Et ça, je trouve, c'est un des meilleurs compliments que tu peux pas avoir parce qu'effectivement, il faut être capable d'expliquer les choses parce que les gens, tu sais, j'entendais aujourd'hui là un républicain aux États-Unis, là, un politicien républicain qui disait que le gouvernement américain provoquait les ouragans parce qu'il contrôlait la température de la planète à partir de l'Arctique. Tu sais, le pôle Nord ou le pôle Sud, je m'en souviens plus de ce qu'il disait. Mais tu sais, c'est de l'absurde tout ça. Là. Puis, alors, mais comment comprendre les changements climatiques? Comment comprendre qu'aujourd'hui, là, ce soir, à compter de ce soir, les gens de la Floride, de l'ouest de la Floride, vont vivre une catastrophe écologique. Puis ils viennent d'en avoir une. Une semaine. Voilà. Ils vont vivre une catastrophe écologique d'une ampleur, dit-on, sans précédent depuis 100 ans. C'est quand même important. Là. On parle peut-être de 1000 morts. Des fois, on exagère aussi parce c'est comme si la peur faisait en sorte que même les responsables de l'analyse de la météo
en mettre plus, là. Ouais. Heureusement, souvent, c'est moins pire que ce qu'on annonce. Mais... Donc, il y a une nécessité pour les gens qui font ce métier de journaliste d'essayer de comprendre puis d'expliquer ce qui se passe. Parce que... du monde qui sont pas là pour pouvoir exactement, le voir, par des gens qui sont pas là, par des gens qui... c'est ça. Puis qui comprennent pas, puis qui ont pas toutes les informations pour comprendre. Puis... Je veux t'amener justement un autre événement. Trop, non, c'est correct, mais je veux savoir où bien te couper. Tu sais. La chute de Berlin. Ouais, du mur de Berlin. Du mur de Berlin, ouais. Ben ça, c'est le... Il y a beaucoup de gens qui ont tendance, malheureusement, à tout oublier. Mais moi, quand j'étais jeune, le monde était divisé en deux pouvoirs qui s'affrontaient. Mais de façon beaucoup plus civilisée qu'aujourd'hui on s'affronte. C'était l'Union soviétique, c'était le monde communiste, principalement avec Moscou au centre. Mais Moscou, l'Empire soviétique comprenait des pays comme la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, l'Ukraine. Mais l'Ukraine a été longtemps partie même de la Russie aussi. Okay. Mais donc, l'Ukraine faisait partie, effectivement, de l'Union soviétique et tout. Et cet empire-là était dirigé par un régime autoritaire dont on savait pas beaucoup de choses parce que c'était un régime très secret. L'information n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Hein. On n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de télévision par satellite, même et les médias étaient très contrôlés à l'intérieur de l'Union soviétique, puis même les Soviétiques, ceux qui vivaient à l'intérieur de cet immense empire, ne savaient pas ce qui se passait à l'étranger. Et il y avait donc un monde qui était le monde en principe démocratique, le monde qui était principalement occidental, les grandes puissances européennes et l'Amérique. Et puis, il y avait l'Union soviétique d'un côté. Chacun avait l'arme nucléaire. On appelait ça la guerre froide parce qu'on ne se faisait pas la guerre, mais on avait ces armes-là qui nous permettent encore aujourd'hui de nous détruire. Un monde bipolaire. Exactement. Et puis, à un moment donné, ce monde-là s'est mis à craquer parce que du côté de la Russie et de l'Union soviétique, mais à l'époque, moi, je me souviens, en 1976, le mur de Berlin là, va s'écrouler en 89. Donc, en 76, à peu près, 12 ans, 13 ans avant, ma sœur travaillait et vivait à Moscou. Puis, on était allé dans l'ex-URSS faire un voyage à l'époque et la voir en même temps. Puis, je me souviens, à Moscou, les gens faisaient la file pendant des heures pour aller à l'épicerie, pour s'acheter ce qui restait. Quand ils arrivaient, il y avait un manque de tout. Et les gens vivaient sur leurs acquis. Mais même pour s'alimenter, il y avait des problèmes énormes. Et l'économie ne fonctionnait pas. C'est la différence aujourd'hui avec la Chine, qui est un régime autoritaire, puis la Russie. Les économies fonctionnent. Ouais. Les gens ont ce qu'ils veulent, peuvent réaliser malgré leurs guerre, espoirs. Exactement. Mais à cette époque-là, il y avait une telle... Et puis ces gens-là ont commencé, c'était des gens super instruits, très intelligents. Il y avait des choses qui fonctionnaient, comme le système d'éducation, par exemple, dans cet univers-là. Mais les gens n'avaient pas accès à la liberté. Ils ne pouvaient pas élire, franchement, leur leader. Ils n'avaient pas le choix, donc, de ceux qui les gouvernaient. Et puis, graduellement, l'information a commencé à craquer. Le système soviétique qui empêchait les gens de savoir ce qui se passait à l'extérieur. Là, il s'est mis à y avoir des télévisions par satellite comme CNN et tout ça qui se sont mis à diffuser. Puis les Russes se sont mis à voir. Puis il y a eu de plus en plus de contestations face au pouvoir de Moscou. C'est venu d'abord de l'Europe, donc l'Allemagne. Parce qu'il y avait une partie de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est un pays unifié. Mais à l'époque, l'Allemagne avait été divisée en deux après la Deuxième Guerre mondiale. Et tout l'Est de l'Allemagne était à l'Europe, puis l'autre... L'Ouest était à l'Europe, ouais. Puis l'Est était du côté soviétique. Puis quand ces gens-là ont commencé à savoir que du côté même de Berlin-Est et Berlin-Ouest, ils étaient séparés par un mur... Puis quand les gens de l'Est se sont mis à voir ce qui se passait du côté ouest, l'effervescence, la richesse, les jeunes qui avaient je sais pas combien d'espoir, qui voyageaient partout dans le monde, à un moment donné, tout ça s'est mis à craquer.
jusqu'au jour où les gens, il y avait un symbole de l'Empire soviétique qui était en Allemagne. C'était un mur qui traversait Berlin. Je raconterai pas pourquoi il y a eu ce mur-là, mais quand les Russes et les Américains sont les grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, puis ils décident de se partager le monde. C'est comme ça que c'est arrivé. Puis, à un moment donné, dans les années 60, comment dirais-je, une décision absurde de la part des Russes, on fait un mur. Ça va être le symbole. Puis le mur s'est fait. Et donc, quand l'Empire soviétique s'est mis à s'écrouler, parce que les Russes, entre autres, et les Européens, les gens qui étaient membres, qui étaient sous la gouverne du Parti communiste soviétique, quand ils ont commencé à contester vraiment, une des premières choses qui a été le symbole de la fin de l'Empire soviétique, c'est quand les gens se sont mis à détruire le mur. Puis c'est physiquement, c'est drôle ce qui est arrivé, parce que effectivement, du côté ouest de Berlin, qui était un côté libre, les gens se sont mis à gosser, comme on dit, le mur, puis c'était un mur de béton, puis à enlever. Moi, j'ai même un morceau de ce mur-là chez moi, parce qu'il y avait, du côté ouest, c'était plein de graffitis. Et c'était comme des œuvres d'art tout le long de ce mur-là, qui faisait plusieurs kilomètres, sinon dizaines de kilomètres. Et puis, ils se sont mis donc à détruire tout ça. Et puis, jusqu'à, officiellement, là, à Noël 1989, là, c'est la grande porte de Berlin, qui s'appelle encore aujourd'hui la porte de Brandebourg, qui était fermée par le mur, qui s'est ouverte. Puis là, ça a été le début de l'ouverture. Puis, est-ce que tu as assisté au cassement du mur? Alors, imagine, moi, le jour où vraiment le mur de Berlin commence à s'écrouler, on est à la fin octobre 1989, et moi, la veille, le 29 octobre, parce que ça se passe je vais le raconter comme ça. Le 29 octobre, moi, je suis en Israël, puis je suis à Gaza. Tu sais ce que c'est Gaza aujourd'hui, hein? Ouais. Gaza existe. À l'époque, c'est occupé par les Israéliens. Puis, je fais un reportage. Je me propose de coucher chez les gens dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza. Parce que tous les jours, c'est une époque où les jeunes Palestiniens manifestent, puis ils lancent des roches aux soldats israéliens. On appelle ça la guerre des pierres. Et puis, on apprend que les soldats israéliens commencent à tirer des vraies balles contre les enfants. Puis il y a même des enfants qui se font tirer dans la tête. Et on veut aller voir, essayer de voir, puis c'est pas facile parce que on est menacé quand on va là, autant par les Palestiniens qui veulent pas nous voir que par les Israéliens qui veulent pas nous voir. C'est très délicat, faut convaincre les gens, puis on s'installe là, puis il y a une manifestation qui commence parce qu'il y a un jeune un peu plus loin qui vient de se faire tirer une balle dans la tête, et les Palestiniens commencent à manifester, les Israéliens arrivent, se mettent à tirer, puis moi je me fais tirer une balle dans la jambe. Et là, on me ramène à Jérusalem, puis je fais un reportage là-dessus d'ailleurs. C'est un reportage les plus bizarre que j'ai eu à faire parce que tu es obligé de parler de toi-même. Puis t'es blessé en même temps. Ah ouais. Et puis... puis toi, en même temps, j'imagine, tu veux pas parler de toi, tu veux parler... Exactement, tu comprends. Mais je l'ai fait, ce reportage-là, puis je suis très fier de moi parce que je raconte toute l'histoire. Je raconte comment on voulait faire ce reportage-là, puis comment l'action se déroule, on est là, puis comment, bang, en plein milieu, je me fais blesser. Puis ce que je montre, c'est que moi, je me fais blesser, mais dans la clinique palestinienne où je vais, là, il y a des jeunes qui sont 10 fois plus blessés que moi, puis avec des vraies balles. Moi, c'était une balle de... En tout cas, bref. Tout ça pour dire que le lendemain, je me réveille, j'ai fait mon topo, je suis à la maison, puis je suis allé à l'hôpital après pour confirmer qu'il faut que je laisse cette plaie-là ouverte pendant une semaine pour qu'elle se désinfecte, surtout. Ouais. Puis après ça, je devrais aller à l'hôpital pour me faire des points de suture pour fermer tout ça. Puis j'ai eu 25 points de suture pour fermer tout ça. C'était une plaie assez importante. Et le matin du 30, mes patrons à Toronto m'appellent, puis ils me disent, Jean-François, on prend ton caméraman, ton ingénieur du son, puis même la secrétaire du bureau, puis on les envoie à Berlin parce que le mur commence à s'écrouler. Et là, je suis à Jérusalem. Je suis dans mon lit. On dirait que t'as vécu 9 vies en une journée. Puis là, je peux pas aller là. Imagine la frustration.
Parce que là, l'action est là, là. Ben oui. Mais les gens étaient très gentils parce que ça m'a pris à peu près 1 mois pour me remettre et puis me faire opérer pour fermer la plaie et tout ça. Puis, vers le 15 décembre, ils m'ont dit, Jean-François, tu t'en vas à Berlin pour couvrir toute la période de Noël et du Nouvel An où ils vont ouvrir la porte de Brandebourg, l'ouverture officielle va se faire, puis et c'était fantastique parce que ils m'ont dit, t'amènes ta femme, tu choisis qui tu veux amener comme équipe. OK, fait c'est une fête, là. Là, c'est plus l'aspect fête, parce que les tensions là, du début, parce que quand ça a commencé, on a pensé que l'Union soviétique allait réagir, et puis peut-être tirer dans le tas, parce que les Allemands de l'Est voulaient commencer à sortir en masse, puis ça faisait quelques semaines que les Allemands de l'Est et puis que les gens de l'Europe de l'Est commençaient à sortir vers l'Ouest par toutes sortes de régions frontalières. À sortir de l'Allemagne, dans le fond. À sortir de l'Allemagne, mais de la République tchèque, la Pologne et tout ça. C'était des régimes pro-communistes à l'intérieur de la grande... Fait que pas juste en Allemagne que non, c'était partout en Europe. Puis il y en avait, la Pologne commençait à se libérer avec le mouvement Solidarité, Lech Walesa. Ça craquait de partout. Mais comme je t'ai dit, le mur, c'est parce que c'était un symbole. Puis là, à un moment donné, ils se sont mis... Mais dès qu'ils se sont mis à vouloir détruire symboliquement le mur de béton... là, le régime soviétique, qui était dirigé par un personnage qui s'appelait Gorbatchev, qui était en train lui-même de moderniser l'Union soviétique. Puis il commençait à dire, mais il faut que les gens comprennent ce qu'on fait. Il faut s'ouvrir au monde. Il parlait presque de démocratie et tout ça. Et tout s'est mis à craquer. Puis lui, il a-tu été renié par les Russes? Exactement, ouais. Lui, à un moment donné... Parce que genre, il est mort là pas tant longtemps, puis les Russes, ils l'ont... Il y a presque, c'est ça, parce que ça a été une période très difficile parce qu'il y avait les nostalgiques de la Russie qui le trouvaient que c'était un traître parce qu'il avait, au fond, libéralisé la Russie trop vite. Mais lui, son erreur, c'était un homme visionnaire, puis il disait, on peut pas durer comme ça. Parce que notre population vit dans la misère physique, notre économie fonctionne pas, il faut faire des réformes. Et parmi les réformes, c'était l'ouverture, la transparence, c'était très important ce terme-là. Il faut que les gens, que dorénavant, on informe les gens vraiment de qui on est. Plus ouvert. Exactement. Mais ce que ça a donné, c'est que... La Russie en particulier, d'abord, l'Empire soviétique s'est complètement désintégré. La Pologne est partie. Même l'Ukraine, en 91, est partie. L'Allemagne s'est réunifiée. La Hongrie, tous ces pays-là qui vivaient sous la tutelle de l'Empire soviétique, on appelait ça le pacte de Varsovie. C'était une sorte de pacte. Il y avait l'OTAN d'un côté, puis il y avait le pacte de Varsovie de l'autre. C'était deux forces constitué de pays qui s'affrontaient idéologiquement et militairement et tout ça. Puis c'est compliqué d'expliquer comment tout ça s'est écroulé, mais ça a fini par s'écrouler du côté russe et soviétique. Puis finalement, on est resté avec la Russie et ce qu'on a appelé la Fédération russe, c'est-à-dire une série de petites républiques qui se sont réunies autour de ce qui s'appelle aujourd'hui la Fédération de la Russie, qui est dirigée par Vladimir Poutine. Et puis, tous les autres pays sont maintenant des pays indépendants, ceux qui faisaient partie de l'Union soviétique. Mais c'est un bouleversement invraisemblable. Parce que, comme je te dis, tu l'as dit toi-même, on était une sorte de monde bipolaire qui s'écroulait, en tout cas d'un côté. Puis de l'autre côté, c'était quand même des pays qui étaient libres, qui avaient travaillé ensemble, mais où on disait, dorénavant, c'est les États-Unis qui vont être la police du monde. C'est la plus grande puissance militaire. C'est eux qui ont fait en sorte que la Russie s'est un peu désintégrée. Il y avait la voie libre. Là. Exactement. Alors donc, il y a eu une période où on a dit c'est les États-Unis qui vont être la police du monde, puis aujourd'hui, c'est fini pour toutes sortes de raisons. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est encore une fois une période où c'est pour ça que j'ai écrit mon livre sur la ligne de feu, parce que j'ai été chanceux. J'étais sur la ligne de feu. Tout le temps. Ben, carrément, c'était manger une balle. Et mes collègues l'étaient aussi. On était... une balle dans le genre. Ouais, on avait cette chance d'être dans l'action et d'avoir les moyens d'être là. Parce que l'information à l'étranger,
Ça coûte cher. Faut que tu te rendes sur place. Maintenant, il faut que tu aies des gardes du corps ou presque. Faut que tu aies, voilà. Je vais en profiter que tu parles de ça, justement, parce qu'à un moment donné, quand tu étais en Égypte avec ton caméraman, lui, il s'est fait attaquer violemment. Oui. Puis vous avez même cru peut-être perdre, y rester, là, ça n'avait pas été de l'armée là, qui vient vous chercher. D'ailleurs, tu pourrais le rencontrer. Lui, ça serait un personnage qui te parlerait. Sylvain Castonguay, il est à Montréal maintenant. Puis je lui ai parlé de ça il y a quelques jours à peine. Ah ouais? Et puis, c'était une période... Tu raconter le contexte? L'idée, c'est que... Printemps arabe, tant qu'à moi? En 2011, en fait, ça commence en 2010. Moi, je me souviens, je suis dans un centre d'achat à Montréal. Puis il y a un homme qui s'approche de moi et il est d'origine tunisienne. Et il s'approche de moi puis il me dit « Monsieur Lépine, savez-vous ce qui se passe en Tunisie? » On était à peu près le 17 décembre. Et je lui dis non. Il dit il y a un jeune qui vient de se suicider en s'immolant par le feu dans son village. Et le président du pays, qui était un dictateur, le président Ben Ali, est allé le voir à son chevet. Il a assisté à sa mort et tout ça. Et puis, il dit, je vous le dis, Monsieur Lépine, il dit, dans quelques jours, le président Ben Ali va devoir se retirer du pouvoir. Puis là, on dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis on réalise qu'il y a cette espèce de révolte populaire qui est en train de couver, qui couve depuis un certain temps. Puis moi, j'en avais parlé pour l'Égypte, j'en avais parlé pour d'autres pays du Moyen-Orient, parce qu'on sentait l'insatisfaction des populations, un peu comme l'Empire soviétique. Tu sais, les gens se rendent compte graduellement qu'ils vivent sous des régimes autoritaires, puis leur vie, c'est une vie de misère. Les gens, à un moment donné, en ont assez. La Tunisie, c'est un des pays les plus éduqués d'Afrique. Et donc, les jeunes universitaires, comme le jeune qui s'immole par le feu, ils font des diplômes universitaires puis ils n'ont pas de job. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il vendait des légumes sur la place publique pour faire vivre sa famille. Son père était mort et la mère dépendait de lui. C'était le plus vieux. Puis à un moment donné, il y a une agente de police, en tout cas, c'est pire encore dans le monde arabe, là, qu'une femme lui interdise lui enlève lui dit, as-tu ton permis? Il n'avait pas de permis, il essayait de gagner sa vie. Puis là, lui l'insulte, je pense qu'elle lui donne même une claque, et puis lui confisque son petit chariot avec ses légumes. Et lui, c'est l'insulte suprême, puis c'est son gagne-pain qui disparaît, puis c'est une policière qui est issue d'un régime dictatorial que les gens haïssent, et il s'immole par le feu, mais ça déclenche une affaire. Et là, l'Égypte, tout le monde va y passer. La Syrie, la Libye, ça va se terminer différemment dans chacun de ces pays-là. Mais quand je suis avec mon caméraman, on vient d'arriver au Caire, parce que là, il y a un régime militaire, le président Moubarak, qui est là depuis 20 ans, et que je connais, que j'ai déjà interviewé, et qui s'accroche au pouvoir, puis l'Égypte va mal, puis la jeunesse égyptienne. C'est des pays où il y a énormément de jeunes. Les gens font des enfants, puis il y a beaucoup de jeunes. Puis les jeunes sont en chômage. Dans un pays comme l'Égypte, tu peux pas avoir un emploi décent avant l'âge de 35 ans, tu peux pas avoir d'appartement, tu peux pas avoir... Alors, t'es frustré, tu peux pas te marier si t'as pas d'appartement, si t'as pas de job, tout ça dans beaucoup de pays. Et donc, il y a une frustration terrible. Et puis, tout ça bouillonne. Puis, les gens sont dans la rue, demandent le départ de Moubarak. Et il y a des affrontements entre les partisans de Moubarak, qui sont ultra violents, qui se promènent avec des barres de fer, puis etc. Et puis, des manifestants pacifiques qui sont dans la grande place au centre du Caire, qui s'appelle la place Tahrir. Et tous ces gens-là se regardent, puis s'affrontent régulièrement. Puis nous, on s'en va là-dedans, tout de suite après être arrivé, parce qu'on veut voir. Puis on a une petite caméra portative, parce qu'on s'est fait saisir notre caméra à l'aéroport en arrivant. Ça, on pourra en parler si on a le temps. Mais et donc, on a une petite caméra, puis on s'en va tous les deux. Et puis à un moment donné, on a un jeune documentariste égyptien qui était avec nous, qui nous dit, là, il faut s'en aller. J'entends ce que les gens disent, là, puis il nous regarde. Puis votre interprète un peu? Ouais, c'est ça. C'est un jeune que je connais, puis je l'ai souvent utilisé quand je suis allé dans ce pays-là. Mais lui, il nous dit, il faut s'en aller tranquillement. Puis il disparaît. On le voit plus.
Là, on est pris dans la foule, on parle pas arabe, on parle anglais, évidemment. Et c'est là que mon caméraman se fait prendre par 2 gars. Et puis, qui le prennent, on ne sait pas trop pourquoi. Puis il s'éloigne un peu de moi, puis là, il se fait donner un coup de poing sur la gueule par quelqu'un d'autre. Puis là, après ça, il se fait battre. Puis, en tout cas, c'est une séquence d'événements qui fait que j'essaie de l'aider. On me dit moi-même, on me sort de là, puis on me dit, si tu veux pas avoir le même sort que lui, va-t'en. Et puis lui, on le prend pour on ne sait pas quoi, parce qu'il faut dire qu'il est habillé de façon particulière. Il a un crâne complètement rasé. Il est habillé tout en cuir noir. Les gens ont prévenu dans les médias, le président et tous ses partisans ont prévenu dans les médias que tout ce qui se passait, c'était dû aux étrangers, et en particulier aux Israéliens, qui étaient derrière ce complot-là pour renverser le gouvernement égyptien. Est-ce que la foule l'a pris pour un Israélien? Mais il a fallu que j'aille convaincre des soldats égyptiens qui étaient postés à un coin pour qu'ils viennent m'aider à le sortir de là. Fait que pendant que ton caméraman se fait battre, il faut que tu essayes d'aller trouver de l'aide. Je peux rien faire, je peux pas m'approcher parce qu'il m'éloigne. Puis là, finalement, je convainc les soldats de venir avec moi. Et puis là, avec leur Kalachnikov, ils tirent dans les airs, ils font peur à la foule se tasse, ils le prennent, ils l'emmènent. Et, puis, et finalement, on va passer une partie de la nuit enfermé dans un local protégé par l'armée jusqu'à ce que la foule se tanne d'attendre qu'on sorte, parce que si on était sortis... OK, fait qu'ils vous attendaient. Ouais. Fait que tu n'étais même pas encore tiré de pétrin. Exactement. Ça a pris jusqu'à 4 heures du matin pour qu'on nous ramène à notre hôtel. Puis le lendemain, c'était bien pire. Il a fallu qu'on déménage d'hôtel pour aller à un hôtel sur une île, l'île de Zamalek, pour échapper à... La foule voulait brûler notre hôtel. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient là. C'était extrêmement violent. Tu devais avoir la chienne, tu devais avoir peur. Oui, mais comme je te dis, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Là, on est peut-être... Ce qui fait qu'on a plus peur, c'est qu'on est peut-être un peu plus conscient, parce que je raconte sur la ligne de feu, quand je suis allé en Iran la première fois, c'était la guerre entre l'Iran et l'Irak, puis on se fait amener au front, puis on n'est pas conscient de ce qui se passe, puis on a failli mourir, parce que les Irakiens nous tiraient à vue d'œil de l'autre côté du fleuve, et puis... En tout cas, bref, cela dit, avec le temps aussi, dans des zones, autant des zones de danger, comme, imagine les journalistes qui vont couvrir l'ouragan Milton, c'est extrêmement dangereux aussi, il faut s'équiper. Faut avoir des réserves de nourriture, faut avoir des véhicules. Mais t'as un peu plus de contrôle, je l'imagine. Ouais. Encore une fois, les premiers, là, je me souviens, Raymond Saint-Pierre avait raconté un jour, Raymond, c'est un de mes collègues, extrêmement bon et brillant, qui avait raconté, si je me souviens bien, l'ouragan Katrina, qui est un ouragan semblable à ce que la Floride va vivre et qui se passait à la Nouvelle-Orléans. Puis ils avaient rien à se mettre sous la dent, là. Ils avaient... ils étaient sur leur toit de maison, puis ils attendaient. Ouais, puis non, mais eux, les journalistes qui essaient de voir, qui essaient de se promener, tout ça, ils peuvent rien acheter, Alors, il faut prévoir tout ça, là. Il faut prévoir que... Toi, il faut que tu continues à boire de l'eau, là. C'est ultra important. Et il faut que tu diffuses. Il faut que tu aies de l'énergie. Il faut que tu aies tu sais, parce que ça prend de l'électricité. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que on apprend avec le temps. On est meilleur qu'on était. Est-ce que tu veux me raconter justement cette première fois-là que tu as été sur la ligne de feu, l'Iran, que tu viens de mentionner? Hein? Ben, c'était un conflit. Les gens, c'est sûr que ça fait longtemps, c'était dans les années 80. Ça s'est terminé en 88. Puis moi, j'étais à Paris à l'époque. Puis, comme je te dis, Paris, c'était probablement notre bureau qui était le plus près du Moyen-Orient. Puis... c'était un conflit absolument sanglant entre 2 pays. Il faut se souvenir qu'en 79, l'ayatollah Khomeini, donc les islamistes iraniens ont pris le pouvoir. Ils ont renversé un empereur pour faire un régime religieux. Et probablement, en tout cas, l'histoire dira tout ça, mais certainement avec l'aide des Américains à l'époque, de tous ceux qui étaient contre ce régime religieux-là, qui allait constituer une menace. On a aidé l'Irak, à l'époque, de Saddam Hussein.
le même Saddam Hussein qu'on va renverser des années plus tard, parce qu'on a d'autres intérêts. Mais on va l'aider, l'armer et tout ça, pour qu'il puisse déstabiliser l'Iran et nuire au régime. Donc, il y a une guerre, sous prétexte d'un conflit de frontières qui se déclare entre les deux et qui va mener à un conflit qui va durer presque 10 ans, en fait 8 ans. Et cette guerre-là va faire des milliers de morts et d'handicapés et tout ça des deux côtés. Et puis c'est une guerre un peu comme la Première Guerre mondiale, une guerre de tranchées, là, où on est face à face d'un côté, de l'autre du fleuve, puis des fois on fait une offensive, et il y a beaucoup même à une certaine époque, les Iraniens vont envoyer des enfants au front. Des enfants de 15 ans, 14 ans, comme chair à canon, on les fait avancer pour qu'ils se fassent tirer dessus, puis nos troupes d'élite après viennent. Puis c'est une guerre cynique, une guerre horrible là, des deux côtés, qui va finir par se régler, heureusement, mais qui va avoir fait un tel massacre. Et là aussi, moi, c'était la première fois, je pense, où je suis allé dans un vrai front de guerre. Fait que c'est ton baptême du feu. Exactement. Puis c'est pour ça que je dis qu'on était un peu... on voulait tellement les voir. Puis j'étais avec mon collègue du réseau anglais, Don Murray, puis on avait un seul caméraman pour nous deux. On faisait ça aussi. Parce que vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe. On veut savoir. Puis on attend à Téhéran que les Iraniens nous emmènent. Puis là, ils nous emmènent dans un avion militaire. On atterrit dans le désert la nuit. On se fait transporter par des autobus qui sont couverts de boue pour pas que... Ils se fassent puis repérer. avec juste un petit feu de circulation de rien. Puis on s'en va à une base iranienne qui est sous terre. On dort quelques heures, puis là, le lendemain, ils nous emmènent au front. Mais on s'approche du fleuve qui est le Châtel arabe, et puis de l'autre côté, il y a les Irakiens. Puis les Iraniens nous emmènent dans des espèces de pick-up, et puis on est à peu près une vingtaine de journalistes, puis à un moment donné, ils nous voient arriver, parce que les pick-up soulèvent de la poussière du désert, et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous tirent dessus. Et puis là, on est chanceux. On échappe à ça, puis on se rend compte de là où on est, là, c'est fou, là, Tout a réalisé, là, dans... C'est ça, on a réalisé dans quel bourbier, puis même mon caméraman, qui était... Moi, j'avais pas d'enfant à l'époque, mon caméraman qui avait une femme et des enfants, là, à un moment donné, j'ai dit, on abandonne, là, tu sais, On s'en va de là. On s'en va de là. Et puis, ça, c'était le début, mais j'explique dans mon livre comment, graduellement aussi, on a appris à connaître un peu mieux ça, puis à s'équiper mieux. Il y avait une époque où les gens qui étaient avant nous allaient couvrir des guerres, mais c'était pas le réflexe d'aller voir le front. On était un peu en arrière du front, puis on recevait de l'information. Nous, on a peut-être été plus dans une génération qui a voulu aller voir, être là. Et donc, on a vraiment vécu des situations, puis il a fallu s'adapter. Il a fallu, si tu veux y aller, équipe-toi mieux, puis sache un peu mieux ce qui se passe. Puis aujourd'hui, des journalistes qui vont être exposés à ça, ou qui vont des journalistes qui couvrent le crime organisé, par exemple, sont mieux formés. Quand on couvre des guerres, quand on est appelé à couvrir des guerres, ou même des zones, comme je t'ai dit, de cataclysmes environnementaux et tout ça, on a des formations pour ça, pour savoir comment se préparer. Pas dans le temps, tout apprenait sur le tas. Ouais, ben c'est ça. Il y a eu une période où on a appris sur le tas, puis après ça, même nos patrons, tout le monde vivait la même chose. Ouais. Tu sais, on s'est mis à devenir de plus en plus actifs, puis à vouloir être de plus près de la ligne de l'action de feu. Ouais. D'ailleurs, ce terme-là, je le dis dans mon livre, je l'avais emprunté à Marc Laurando, qui est un grand un personnage qui a fait beaucoup de contributions à l'histoire du journalisme. Et il avait fait, entre autres, une série à la radio sur l'histoire des correspondants de Radio-Canada de la Deuxième Guerre mondiale, où Radio-Canada commençait vraiment à couvrir ces choses-là, jusqu'à aujourd'hui. Puis chacun, on racontait nos histoires et tout ça, puis il a appelé ça lui-même sur la ligne de feu. Parce que le premier, M. Ouimet, était peut-être pas sur la ligne de feu directement. Encore une fois, à l'époque, là, les journalistes, on les emmenait pas trop près du front, mais assez pour sentir le bruit, pour comprendre ce qui se passait et tout ça. Puis
En tout cas, bref. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de Ayatollah. Ouais. Puis, est-ce que tu as couvert ses funérailles? Oui. Ça a l'air que ça a été un désastre. Ben, c'est-à-dire que c'était, il faut imaginer, là, c'était la foule, là, c'était justement en plein dans l'esprit de cette guerre-là. Il y avait une propagande très forte dans cette guerre-là contre l'Irak, contre l'Amérique, contre le monde qui était contre l'Iran et tout ça. Et puis, les foules étaient complètement aveugles, puis suivaient les dictats de l'ayatollah Khomeini. C'était un personnage admiré, un symbole. Le leader du monde d'Iran. Ouais, c'est ça. En fait, c'était plus le leader spirituel de l'Iran. C'était pas le président officiel, mais le grand inspirateur qui avait vécu en exil à Paris pendant des années, puis qui avait renversé le régime du Shah d'Iran, qui était un empereur, qui était tout aussi autoritaire que les ayatollahs vont l'être après, mais où il y avait quand même peut-être une prospérité plus grande dans le pays, puis peut-être aussi une forme de liberté plus grande. On va le découvrir après. Mais tout ça pour dire que lui, c'était un leader que une grande partie de la population adorait. Un vieil homme. Et puis il meurt de mort naturelle. Et puis c'est ses funérailles. Puis on va l'enterrer en plein milieu d'une zone désertique autour de Téhéran. Puis on s'imagine pas, là, mais il va y avoir des centaines de milliers, de millions de gens qui s'en vont là, à cet endroit en plein milieu du désert où on va l'enterrer. Il n'y a pas encore de cimetière officiel, mais on va l'enterrer là. Et puis, pour éviter que la foule entre et que la foule soit complètement envahissante, autour de l'endroit où il va être enterré, on empile des containers. Puis nous, les journalistes, on va être sur les containers. À un moment donné, tout ça va presque s'écrouler. Ça va être... Mais l'idée, c'est que on emmène l'ayatollah on le dépose en hélicoptère. La foule est massée là. Puis là, on l'amène tranquillement. Mais plus on avance vers l'endroit où il va se faire enterrer, plus la foule est complètement hystérique. On veut le toucher, on veut toucher au cercueil et tout ça, tellement que à un moment donné, le cercueil tombe. Et puis, on le voit, l'ayatollah qui est nu, entouré d'un linceul, d'un linge précieux. Et puis là, on le remet dans le cercueil, on ferme le cercueil pour montrer à quel point... Puis là, nous, on est sur des containers avec nos trépieds, nos caméras et tout ça. Moi, d'ailleurs, dans tout ça, j'ai perdu mon caméraman. Je sais plus où il est. Mais on travaille souvent avec les réseaux américains ensemble, ou la BBC. Et donc, je suis avec un caméraman américain. À l'époque, je sais pas si je me souviens plus si c'était CBS ou NBC avec qui on était. Et puis, donc nous, on s'assure qu'on a nos images et tout ça. On tourne d'ailleurs cette fameuse scène où l'ayatollah sort nu de son cercueil pour le remettre dedans. Mais tout le monde, il faut imaginer là, que c'est un climat de tout le monde. Puis dans la religion musulmane chiite, il y a deux grandes branches dans l'islam, le sunnisme et le chiisme. Et puis les chiites sont des gens qui ont de toute façon une culture de la comment dirais-je, où chaque année on marque la mort du prophète Hussein, qui était leur leader spirituel à l'époque de Mahomet, à l'époque de la naissance de l'islam. Et quand les gens marquent sa mort parce qu'il a été assassiné à l'époque, ils s'automutilent eux-mêmes, ils se flagellent, et c'est donc extrêmement dramatique. Là, c'est le héros national qui est mort, et tout le monde pleure, tout le monde crie, tout le monde veut toucher au cercueil. Effectivement, dans une foule d'1,5 million, 2 millions de gens, en plein milieu du désert, c'est une scène qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on l'a pas vécu. C'est fou. Toi, tu pensais-tu... c'est-à-dire qu'on... Parce que t'es quand même entouré d'une mort de foule. À un moment donné, sur des containers. la peur qu'on a eue, c'est que les containers, que la foule, ça bougeait tellement qu'à un moment donné, d'abord, les gardiens de la Révolution, les gens qui font l'autorité,
qui essaient de faire l'autorité, ils vont nous dire descendez de là parce que ça va dégénérer. Ça va tomber. Puis là, tu es 3 containers de haut, puis tu tombes au milieu de containers qui tombent. Tu te dis qu'est-ce qui va nous arriver? Donc, on peut se faire écrabouiller là-dedans. Et puis donc, à un moment donné, on a effectivement quitté tout ça. Puis, mais c'est ça. C'est cette idée d'être tout le temps le plus près possible de l'action, mais tu vis des choses complètement inusitées, qui se développent des fois de façon dramatique. Une foule, on l'a vu pendant le printemps arabe, on l'a vu pendant d'autres... une foule, à un moment donné, peut devenir complètement hystérique pour toutes sortes de raisons. Là, c'est comment contrôler des centaines de milliers d'individus. Tout à l'heure, tu as parlé de catastrophes naturelles. Toi, tu es allé voir une des pires que toi-même tu définis, le séisme qu'il y a eu en Haïti. Oui. Tu dis ça, c'est l'un des pires reportages que tu as eu à faire. Oui, c'était terrible parce que on est arrivé, disons, 24 heures, peut-être un peu plus que 24 heures après. Puis, c'était là, on se promenait dans une ville comme Port-au-Prince, là, où les édifices s'écroulaient, s'étaient écroulés à cause du tremblement de terre. Et puis, on entendait dans les édifices les gens encore pris, supplier. Puis, c'est des édifices beaucoup en béton. Tu peux pas ouvrir le béton à moins d'avoir de la machinerie super sophistiquée. Puis, on est à Haïti. Donc, c'est extrêmement désespérant, là. Tu vois cette espèce de misère-là. Puis, il y a eu genre 300 000 morts. Mais je me souviens plus du chiffre. Je me souviens plus, mais c'est des quartiers entiers, là, qui sont comme ça. Et puis, la ville est extrêmement dense. Puis, je me souviens, on est à un moment donné, là, peut-être le jour quand on arrive, on est devant le palais présidentiel qui a été détruit au moment du tremblement de terre. On est sur une grande place, puis tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle des secousses après le tremblement de terre. Il y en a pendant la nuit, mais pendant la nuit, nous, on a choisi, on s'est fait prêter une maison qui est en bois. Et le bois, c'est pas dangereux quand il y a un tremblement de terre, parce que le bois, s'il est solide, là, il peut prendre la secousse. Il branle, c'est tout ce qu'il fait. Mais pendant la nuit, là, je me souviens, les chiens se mettent à comme pleurer. Et puis, 2 secondes après, il y a une secousse. Puis tu sais pas quand ça va s'arrêter. Tu sais pas si ça va être pire que la première qui a tout détruit. Et puis, alors, devant le palais présidentiel, en plein jour, à un moment donné, je tombe à terre. Tellement la secousse est forte. Vraiment, tu t'écroules à terre. Tu sais, heureusement, on était dans la rue. Mais ça montre quelle était l'importance des... puis ça, c'est rien qu'une secousse. Ouais, c'est ça. Puis les gens ont peur parce que ceux qui sont encore dans leur maison, ceux qui sont... En tout cas, bref, malheureusement, c'est une autre phase dans ce pays-là qu'on couvre depuis longtemps, mais qui est une phase catastrophique pour un pays déjà éprouvé par des politiciens corrompus, par des régimes corrompus, l'ingérence. Certaines formes d'ingérence étrangère. Aujourd'hui, on dit que peut-être qu'on est responsable d'une partie de l'écroulement du système politique haïtien parce qu'on a favorisé des régimes plutôt que d'autres et tout, mais c'est compliqué, là, on n'embarquera pas là-dedans, mais c'est vrai que c'est mais en même temps, Jer, je veux te dire, tu me poses des questions là-dessus, mais je pourrais te parler de choses fantastiques. Tu sais, comme quand Mandela a été libéré, c'était le bonheur pour nous. On se disait, c'est la fin. On assiste vraiment à la fin d'une époque absurde, un pays absurde. Si un jour, quand j'ai couvert pendant des années le Moyen-Orient, quand il y a eu ce qu'on a appelé les accords d'Oslo, et que le leader palestinien, Yasser Arafat, a pu revenir dans son pays d'origine. Il est revenu vivre à Gaza où il était né. Quand on assistait à ça, c'était fantastique. On avait beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, ça s'est arrêté à un moment donné. Et puis, ça s'est arrêté d'ailleurs quand le premier ministre israélien qui a fait la paix avec Arafat et qui a fait les accords d'Oslo a été assassiné par son propre
peuple, par quelqu'un de son propre peuple, un juif extrémiste qui l'a assassiné. Et là, ça s'est mis à, encore une fois, retomber dans l'horreur jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, tu sais. Donc, je veux pas trop non plus parler des catastrophes et tout ça, parce qu'on a vécu aussi des choses qui étaient remplies d'espoir. Quand le mur de Berlin est tombé, il fallait voir les Allemands se réunifier. Puis aujourd'hui, l'Allemagne, c'est le plus grand pays d'Europe, c'est le pays le plus puissant d'Europe. Donc, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de beau peut dire aujourd'hui que les Russes, peut-être pas au moment où on se parle, mais ont vécu, après la chute de l'Union soviétique, une libération. Beaucoup de Russes ont retrouvé un confort de vie. La vie dans les villes en Russie, certainement, s'est beaucoup améliorée. Le pays s'est beaucoup amélioré. Moi, j'ai connu aussi, parce que j'étais là quand j'avais 30 ans en Chine, c'était le pays le plus pauvre du monde. Puis je viens de finir 6 ans comme diplomate en Chine pour le gouvernement du Québec. Et moi, j'ai vécu la vie de mes amis que j'ai connus dans les années 80, qui étaient raides pauvres, et puis qui ont progressé aujourd'hui, puis ils vivent, c'est la plus grande classe moyenne au monde. 400 millions et plus de Chinois qui vivent comme toi et moi, un pays qui est la 2e économie du monde, un pays qui a fait une grande réussite, en tout cas sur le plan économique, mais pas sur le plan politique, parce que c'est un régime autoritaire qui est terrible. Tu le décris comme étant qui se sont débarrassés de Mao pour partir à la conquête du monde. Oui, exactement. C'était quoi ça, cette évolution-là? C'est-à-dire que l'idée, c'est que la Chine a déjà été, dans le passé, une immense puissance mondiale, mais elle est passée, disons, depuis le début du 20e siècle, à travers une période extrêmement difficile. Ils se sont fait envahir par les Chinois. Ensuite, il y a eu une guerre civile entre les communistes, justement, Mao, aidé par l'Empire soviétique, dont on parlait tantôt, et le gouvernement non communiste de l'époque, guerre civile importante. En 49, après la Deuxième Guerre mondiale, après la défaite des Japonais et tout ça, ils sont épuisé, le pays est en ruine. Puis là, Mao commence, et Mao, dès cette période-là, commence à devenir obsédé de pouvoir à un point qui impose à la Chine un régime hyper autoritaire qu'on n'a jamais vu, même en Union soviétique, jamais vu dans le monde. Tout le monde habillé de la même façon, les hommes comme les femmes, dans des uniformes qui sont bleus, gris ou verts. Un régime où tout le monde doit apprendre la pensée de Mao, le petit livre rouge, tout le monde s'espionne les uns les autres pour se dénoncer mutuellement à l'autorité communiste. Et le pays s'en va dans une période, là, les années 60-70, où on passe à travers la révolution culturelle de Mao. On tue les professeurs, on vide les bibliothèques, on ferme les universités, on veut détruire tout le pouvoir intellectuel, le pouvoir capitaliste de la Chine, puis on élimine des millions et des millions de Chinois dans toute cette histoire-là. Il va même provoquer une famine. De Mao? Oui, au nom de l'obsession de pouvoir de Mao qui avait sa vision des choses et tout ça. Mais la population qui tue les professeurs puis les intellects, tu sais, est-ce qu'ils le font pour contre le pouvoir de Mao, pour se réveiller? Non, c'est Mao qui donne les ordres à beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qu'on appelle les gardes rouges, de faire toutes sortes de folies que certaines personnes... la plupart qui existent encore et qui ont fait ça. Je voyais dans un article, je sais pas où, récemment, où une dame qui s'est excusée 1000 fois, évidemment, elle a été la première. Elle était une jeune garde rouge. Elle admirait Mao, elle l'avait même rencontré. Elle était une espèce d'idole de la jeunesse chinoise sous Mao, complètement brainwashée, comme on dit en chinois. Et elle a été reconnue comme la première qui a tué un prof, qui a tué sa prof. Et puis aujourd'hui, depuis ce temps-là, elle est retournée à l'école où il y a une plaque à propos de la prof, qui était en même temps, je pense, la directrice de l'école. Et puis évidemment, elle s'est excusée des millions de fois et tout ça, mais elle est encore vivante, même si elle a fait ça. C'était la folie de l'époque. Et puis,
Donc, parce que tu disais, ta question, c'était la conquête du monde, c'est quand Mao meurt, le pays est déchiré. Puis il y a certains de ses ministres qui ont été persécutés par Mao, qui avaient une vision de l'économie très différente, dont un personnage qui s'appelle Deng Xiaoping, qui va devenir en fait le premier leader chinois après Mao. Et lui, tout de suite, il dit des choses très importantes comme dorénavant, il faut voir la vérité dans les faits. On arrête de se raconter des histoires. Et puis on regarde. Puis il dit dorénavant, il ne sera plus honteux d'être riche. Puis il dit même, les riches vont devenir riches d'abord, puis ensuite les autres vont en profiter. Et c'est toutes des choses que Mao rejetait, parce que Mao ne voyait pas au contraire, il racontait n'importe quoi à la population. Puis même, à un moment donné, quand tu as un dictateur qui est terrible, la population aussi lui ment. La population dit « tout le monde est heureux ». Moi, un exemple que je raconte, parce que j'ai publié un livre l'an dernier sur la Chine, et mon interprète m'avait raconté que quand il était jeune, à la campagne, les paysans, c'était toutes des communes populaires, des communes communistes. Puis les Chinois n'ont rien. Les Chinois, c'est des entrepreneurs, des commerçants, des entrepreneurs de génération en génération. Alors, ils croyaient pas à ça du tout. Alors, ils ne cultivaient que les bords des routes nationales pour que les dirigeants, ils trouvent ça bien beau quand ils se promènent à la campagne. Puis après ça, ils s'en foutaient. Et c'est ça qui a provoqué des famines énormes, parce que les paysans n'avaient pas le résultat de ce qu'ils faisaient comme travail. Et si on crevait de faim, ils crevaient de faim aussi. Même si c'était eux qui fournissaient le minimum qu'il y avait comme nourriture. Mais par exemple, c'était beau quand ils allaient sur Exactement. la voie. Donc, il y avait cette hypocrisie, imagine-toi, à l'échelle d'un pays d'1 milliard d'habitants et plus. Et ça tombe. Là, les gens, il y a une vague de libération. Et puis, il y a un personnage qui dit, ben, regarde, là, on va créer une direction collégiale. Il n'y aura plus un homme, puis le culte d'une personnalité. On va diriger le pays de façon collégiale. Le parti va se démocratiser, s'ouvrir. Puis là, on va vous écouter. Puis surtout aussi, on va relancer l'économie en allant voir ce qui se passe ailleurs. Puis il est allé aux États-Unis très vite. Et l'idée, c'était pas seulement au début d'aller à la conquête du monde. C'est d'abord de s'ouvrir au monde. Le pays avait été fermé. Les Chinois savaient pas ce qui se passait ailleurs dans le monde. Ils savaient même pas ce qui se passait dans la province voisine. Tu sais, parce que tout était secret puis contrôlé. Sous tension. Exactement. Et ce personnage-là, qui est pour moi un des grands héros du 20e siècle, le siècle passé, parce que ça s'est passé ça dans les années 70, 80, 90. Il est mort, je pense, si je me souviens bien, à la fin des années 90. Je me trompe peut-être, là. Et ce personnage-là, donc, il a dit ces choses-là, et puis il a dit peu importe qu'un chat soit blanc ou gris pourvu qu'il attrape des souris. En d'autres termes, là, on a des objectifs, on veut relancer le pays, on se raconte plus d'histoire. Puis on va utiliser ce qu'on a toujours refusé d'utiliser, mais le libre marché. On va permettre aux gens de développer leurs entreprises. Puis c'est des travaillants, en plus. Il a misé sur le génie du peuple chinois. Puis, à la longue, aujourd'hui, 70% de l'économie chinoise est privée. Le Parti communiste essaie d'en prendre le contrôle encore, et c'est un pays qui est extrêmement prospère où, comme je le dis tout le temps, qu'est-ce qui est important dans un régime politique ou la direction d'un pays? C'est de faire en sorte que les citoyens du pays puissent mieux planifier le bonheur de leurs enfants, puis le bonheur de leur succession, puis et changer chaque jour, améliorer chaque jour leurs conditions de vie. Et on a cette crise-là dans nos propres pays aujourd'hui. Hein. Nos économies vont pas bien, puis mais quand même, c'est pas comparable à d'autres économies. Mais aujourd'hui, les dictateurs ont compris une affaire que l'Union soviétique n'avait pas comprise. C'est que le bonheur des gens est important. Ouais. Sinon, les foules se soulèvent. Ouais. Alors, moi, je dis tout le temps, l'entente entre le président chinois, parce qu'actuellement, en Chine, malheureusement, on retourne à un système dictatorial beaucoup plus fort. C'était ça ma prochaine question. Avec un personnage qui, lui, veut devenir, veut que la Chine conquiert le monde, que ça soit la première puissance du monde. Il développe l'armée, la défense nationale chinoise à un rythme de fou.
Il développe aussi le système de contrôle de la population à l'intérieur du pays à une vitesse inouïe. C'est quoi ton opinion là-dessus, justement, sur le contrôle du Parti communiste Donc chinois? lui, tu sais... Xi Jinping? Ouais, Xi Jinping, c'est maintenant un personnage qui est, pour toutes sortes de raisons, c'est compliqué à dire, mais il est devenu une sorte de Mao. Il n'y a jamais eu autant de pouvoir entre les mains d'un président chinois depuis Mao. Parce qu'avant lui, il avait tout fait pour pas que ça revienne. C'est ça. Avant lui, au sein du Parti communiste chinois, il y avait une forme de collégialité. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, il y avait une sorte de modération qui faisait qu'on empêchait le... Ouais. Puis il y avait en plus, tous les 10 ans, le président devait changer pour éviter que... Ça se reproduise. Et lui, d'abord, il a poursuivi son mandat d'un autre 5 ans. Donc, il va éventuellement faire 15 ans. Puis, la Constitution lui permet, parce qu'il a changé la Constitution, de le faire ad vitam aeternam. Mm-hmm. Il est en train de développer de plus en plus un culte de lui-même, la pensée de Xi Jinping, comme Mao. Ouais. Et les Chinois sont pas fous, là. Les Chinois savent à quel point c'est dangereux, tout ça. C'est un personnage qui a énormément de critiques à l'intérieur du pays où on ne peut pas critiquer. Donc, c'est une dynamique très particulière. Et la Chine passe une période extrêmement difficile actuellement où tu as un personnage qui pourrait nous entraîner dans une guerre parce qu'il y a une espèce d'esprit de conquête et de vengeance qui est pas sain. Et alors que les Chinois ne veulent pas ça. Par exemple, un des sujets, c'est qu'il y a une partie de la Chine qui s'appelle l'île de Taïwan, à peu près entre 20 et 30 millions d'habitants, extrêmement dynamique, mais qui est encore libre, qui n'est pas sous l'égide du Parti communiste. C'est un restant là, de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui rêve de réaliser ce que Mao n'a jamais fait, c'est-à-dire de réunifier et de... D'aller la conquérir. Exactement. Même affaire que Poutine avec l'Ukraine, dans le fond. Exactement. Ça peut se faire par la guerre, mais ça peut se faire par la paix aussi. Tu peux convaincre les Taïwanais de... Mais en tout cas, donc c'est compliqué parce que il a fait la même chose avec Hong Kong. Il l'a pas fait par la guerre, mais il l'a fait de façon autoritaire, en arrêtant des tonnes de gens et en supprimant d'un jour à l'autre la liberté d'expression et tout ça. Alors les Taïwanais regardent Hong Kong puis ils se disent on veut pas avoir la même situation. Alors c'est dangereux parce que s'il le fait par la guerre, la région peut éclater. Il a une armée parmi les plus puissantes au monde. Il est actuellement très lié à Poutine, qui lui-même mène une guerre en Europe. Alors, on est dans un monde fragile. Et puis, il faut que les journalistes continuent à aller voir ça, continuent à analyser tout ça, à raconter ce qui se passe. Parce que c'est important, puis... Et voilà. Donc j'ai une question qui est un peu difficile, mais est-ce qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale? T'sais, parce qu'on dirait que ça pète de tout partout, puis qu'il y a des tensions très fortes de chaque pays. T'sais. Ouais, j'ai parlé... C'est quoi ton opinion? J'ai parlé, moi je fais une chronique au 98.5 2 fois par semaine sur la situation géopolitique mondiale, puis j'ai montré entre autres que récemment il y a une commission qui a été nommée en 2022 aux États-Unis pour analyser l'état de la sécurité nationale américaine. Est-ce que les États-Unis est-ce qu'on vit dans un monde sécuritaire? Est-ce que les États-Unis ont une armée, une puissance encore capable d'arrêter les éclatements majeurs dans le monde et tout ça, parce qu'on a quand même vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça fait 70 ans qu'on n'a pas de guerre mondiale, de guerre à grande échelle. Là, on a l'Ukraine qui est extrêmement dangereuse. Avec l'OTAN qui prend de plus en plus d'importance. C'est ça. On a la menace de Taïwan, comme je te l'ai dit. Il y a encore des conflits importants en Afrique. Le Moyen-Orient. Il y a le Moyen-Orient là, qui est en train de dégénérer parce qu'on va le contrôler, ce qui frappe dans le... Mais je vais revenir à ce rapport-là. Ce rapport-là s'est mis à dire, tu sais, depuis la chute du mur de Berlin, justement. On s'est comme, nous, les Américains, assis sur cette idée que notre puissance à elle seule calmerait le jeu. Mais le monde n'est plus ce qu'il était. On assiste à, il y a des gens qui aiment pas ce mot-là, mais à un monde multipolaire.
avec une Chine de plus en plus puissante, une Russie de plus en plus puissante, un pays comme l'Inde, extrêmement puissant, Brésil en Amérique latine, et surtout dans ce monde-là qui se développe avec des puissances de plus en plus nombreuses et importantes qui ont la bombe atomique, entre autres, et qui peuvent l'utiliser, qui n'ont pas les mêmes règles qu'à l'époque de l'Union soviétique. À l'époque de l'Union soviétique, là, quand ils arrivaient à la seconde près, là, comme on a la crise de Cuba, par exemple, dans les années 60, où il y a une menace terrible là, d'éclatement entre la Russie et Washington. La baie des cochons. Ils se prenaient le téléphone, puis ils se parlaient. Puis il y avait malgré tout, là, cet équilibre de la terreur qui faisait qu'on l'utilisait jamais. Cette conscience-là. Ouais. Là. Aujourd'hui, on est moins sûr de ça. Avec M. Poutine qui menace sans arrêt d'utiliser des frappes nucléaires, même s'ils sont restreintes, c'est des frappes nucléaires. Avec la Chine, dont on ne sait pas ce qu'elle ferait si elle était prise dans une situation dangereuse. Il n'y a plus cette espèce de morale qui existait avant, bonne ou mauvaise, où on avait un équilibre de la terreur. On vit dans un monde beaucoup plus instable et les Américains eux-mêmes se disent, est-ce qu'on va pouvoir nous-mêmes se défendre? Ah ouais, ils sont rendus là. Exactement. Donc, et puis là, ils sont tout en train de revoir la défense américaine, qui est, dans ce rapport-là, on a, par exemple, une chaîne d'approvisionnement militaire qui est trop lente, qui fabrique encore des choses aujourd'hui qui sont plus utiles. Comme on fabrique des espèces de chars d'assaut monstrueux qu'on n'utilisera peut-être même plus. Le char d'assaut de l'avenir va peut-être être complètement téléguidé ou autrement. C'est pas mal les avions, les missiles. En plus, on vit des guerres, c'est ça, aériennes, navales. Des drones. Alors, est-ce que des immenses, il y a des régiments entiers aux États-Unis qui ont encore des blindés et des véhicules terrestres en nombre qu'on ne peut pas imaginer, puis qui continuent à en fabriquer, alors que c'est presque désuet. Ça, c'est un exemple. Mais l'idée, c'est que on a une chaîne d'approvisionnement qui est plus à l'écoute des changements qui s'en viennent. On a des chaînes d'approvisionnement qui sont bureaucratisées, qui prennent des mois à prendre des décisions puis à changer, opérer, qui nous coûtent 10 fois trop cher, parce que maintenant, en tout cas, il y a toutes sortes d'évolutions qui disent que la principale puissance du monde est peut-être en train d'être complètement dépassée sur le plan stratégique et militaire à cause du contexte qui change. Alors, est-ce que les autres pays le comprennent, ça, ou le savent? Ben, je pense que tous les pays sont en train de revoir ça eux-mêmes. Okay. C'est ça qui est assez inouï. Puis le monde évolue. Ce qui ce qui inquiète beaucoup, c'est que on a établi aussi après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut imaginer que c'était le plus grand conflit qu'on avait vécu dans l'histoire de l'humanité. 75 millions de morts. Tu sais, des choses comme ça, là. Puis, et de la destruction partout en Europe. On a dit plus jamais. Puis on a fait des choses qui étaient excellentes. Les conflits partaient souvent, et sinon systématiquement, de l'Europe. On a fait en sorte, en créant le marché commun européen, que les gens se sont mis à négocier entre eux sur le plan économique. Puis ça a créé des liens plutôt que de se lancer dans des conflits. Il y a eu un conflit à une époque en Bosnie-Herzégovine, mais ça, c'est plus compliqué. C'était le démantèlement de la Yougoslavie. Puis ça a duré quand même quelques années, mais on a pu, à un moment donné, régler cette affaire-là sans que ça se multiplie à la grandeur de l'Europe. Mais aujourd'hui, tu as un conflit au Moyen-Orient où tu as un pouvoir, le pouvoir israélien, qui a la plus grande armée de toute la région, qui est une démocratie, financée et aidée par la plus grande démocratie au monde, les Américains, et qu'on ne peut plus contrôler. Parce que c'est un gouvernement qui, pour des raisons politiques, s'est allié à toute une faction d'extrême droite dans le pays et qui veut détruire les Arabes, détruire les Palestiniens, reprendre les territoires occupés et les intégrer dans le territoire israélien avec n'importe quel moyen, sans limite. Et tu vois les États-Unis qui sont incapables, les États-Unis qui continuent à les armer d'un côté, qui sont incapables de les calmer. Ben ouais, parce que Biden, il menaçait de couper l'armement, puis on fait tout là. C'est ça. Puis en plus, là, M. Biden, c'est pas au sérieux. C'est un président qui est
malheureusement dans une position délicate où il n'y a aucun pouvoir parce qu'il veut pas nuire à la Kamala. candidate du Parti démocrate, Mme Harris, et puis qu'il y a Trump devant lui qui est une espèce de personnage. S'il gérait les États-Unis aujourd'hui, on se demande dans quelle direction il irait tellement il fait des déclarations à l'emporte-pièce qui ont aucun sens et tout ça. Donc, il est dans une situation très délicate et le premier ministre Netanyahou en Israël le sait. Donc, il fait ce qu'il veut. Alors, l'Iran fait ce qu'elle veut. Alors, les milices comme le Hamas et le Hezbollah sont tellement fanatiques que tu peux pas les arrêter. Mm-hmm. C'est les grands frères qui doivent les arrêter, puis les grands frères les arrêtent pas. Alors, il y a une situation là, dans le monde qui est inquiétante, mais en même temps, l'intelligence humaine, c'est de comprendre puis d'essayer de faire en sorte que ça dégénère pas. Puis moi, tant que je vais avoir un souffle de vie, je vais vouloir que ça se passe comme ça, tu sais, puis je vais faire de l'information pour qu'on dise, calmons-nous, trouvons des solutions. On est rendu dans un monde aujourd'hui où les Nations Unies, qu'on avait créées comme une espèce de gouvernement mondial, qui devait nous aider à nous entendre entre nous, les Nations Unies n'ont plus aucune importance. Les Nations Unies sont divisées, ne prennent plus de décisions parce que les puissances s'affrontent. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine met son veto parce que c'est 5 pays qui ont le droit de mettre leur veto. Puis, bref, ça aussi, c'est une structure qui est complètement dépassée, qui est encore dirigée par les gens qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, alors que le monde est un monde nouveau, tu sais. Mm-hmm. Alors, il y a de l'espoir. Il y a par exemple des pays comme l'Inde qui ont encore une fois eu récemment l'élection la plus importante dans le monde aujourd'hui, 600 millions d'Indiens qui vont voter pendant 6 semaines, tellement ça prend du temps à faire ce vote-là. C'est la plus grande démocratie en termes de nombre. Puis le premier ministre, qui a essayé de bloquer l'opposition, s'est fait donner une leçon, puis a perdu sa majorité au Parlement. Alors ça donne de l'espoir. Puis les Indiens, en plus, c'est une économie qui va très bien. On passe tout à travers nos crises économiques. Mais qui est grandissante. Qui est en progrès. Le grand enjeu de l'Inde, c'est que c'est une population extrêmement jeune. Et puis, on dit en Inde, chaque fois qu'un emploi s'ouvre, par exemple, dans les chemins de fer indiens, il y a 90 000 personnes qui appliquent pour avoir la job. Tellement la jeunesse a besoin de trouver des opportunités de travail. C'est le défi de beaucoup de ces pays-là. Donc, le monde est plus compliqué probablement qu'il l'a été à une certaine époque. Ouais. Mais en même temps, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui se font. Puis on a évidemment aussi des défis qui je sais pas, moi je connais pas beaucoup sur ce domaine-là, mais je suis assez au courant pour en parler superficiellement, c'est que c'est toute la question environnementale. Parce que ça, c'est pas comme une guerre, on n'a pas le sentiment que, quand je dis même que les États-Unis sont en train de tout revoir leur système de défense parce que pendant des années, on a comme raté le bateau, là, on n'a pas vu ce qui se préparait. Imagine-toi pour l'environnement. Mm-hmm. Parce que c'est même pas une priorité. La sécurité, c'est une préoccupation peut-être à moyen terme. L'environnement, c'est à long terme. Heureusement ou malheureusement, on a ces événements qui nous disent à chaque semaine ou à chaque mois, regardez, ce sont des conséquences environnementales. Mm-hmm. Mais il y a, je ne sais pas moi, combien de membres du Parti républicain aux États-Unis qui nient complètement le phénomène climatique, par exemple. Ouais. Moi, c'est ça, sur mon podcast, je veux recevoir justement un météorologue qui va venir pouvoir démystifier ça, puis poser des questions, toutes les questions possibles, tu sais, mais ça, il y a des gens fantastiques pour ça. Puis il y a des gens... il y a Gilles Briand, je pense, peut-être, que je trouve super intéressant, là. Mais il y a un personnage que tu devrais rencontrer, parce que c'est un personnage qui est vraiment intéressant, qui est le responsable... de tout le dossier climatique. En fait, on appelle ça l'émissaire spécial du gouvernement du Québec pour les questions climatiques. Et il s'appelle Jean Lemire. C'est un personnage qui a été très connu à l'époque parce que il a navigué
dans les deux pôles, si je me souviens bien, le pôle Nord et le pôle Sud, avec un voilier, puis fait des documentaires absolument exceptionnels. Cool, hein? Je vais le prendre en note. C'est un personnage très intéressant dont le rôle est justement de nous faire prendre conscience de ça, sans paniquer, en voyant déjà les résultats, parce qu'il y en a des résultats de ce qu'on fait. Regarde, au Québec, là, 95% de notre énergie, c'est de l'énergie verte. Ouais. Alors, on est chanceux Ça, parce c'est qu'on a incroyable. l'hydroélectricité, on a tout On ça. s'en rend même pas compte Exactement. parce que nous autres, on est trop dedans. C'est ça. On voit pas qu'est-ce que les autres souffrent pour pouvoir produire. Exactement. Hey, pour vrai, Jean-François Lépine, c'était tellement intéressant. Ben écoute, ça me fait plaisir. Hey, merci beaucoup. T'as des bonnes questions. On a puis, couvert juste une partie de mes questions. Puis je voulais pas te couper parce que c'était tellement intéressant. Parce que si tu veux, tu reviens n'importe quand. Là, je voulais parler justement de quand tu étais représentant du Québec en Chine. Oui. Ben, on a parlé de la Chine, c'est important. Oui. Un petit peu. Un peu couvert. On en a parlé. Mais merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'est tellement apprécié. Je suis convaincu que le monde va vraiment triper. Là. Fait que, bref, il y a mes commanditaires procafetière.ca. Oui, c'est ça. Puis les cafetières Bellucci. C'est ton café. Oui, exact. Qui t'offre. J'adore le café. Ouais. J'ai hâte de voir. C'est toi qui as choisi le mélange. Moi, je suis pas tant un buveur, mais par exemple, ils m'ont dit le monde va l'aimer en OK, parfait. Merci beaucoup. Puis moi, je veux te remercier parce que ce que tu fais, c'est de nous ouvrir sur le monde. Ouais. Tu sais, autant la variété de tes invités est fantastique. J'ai écouté brièvement, j'oublie son nom, Dion. Oui, j'ai écouté une partie de... Je connaissais pas ce personnage-là. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses et je trouve que c'est ça qui est important. Hein? C'est de pas se raconter d'histoire puis d'ouvrir les horizons. Mm-hmm. Et c'est ce que tu fais. Et ça c'est... Puis d'être curieux. Exactement. Ouais. Moi, je disais toujours, j'ai passé ma vie à être payé pour être curieux. C'est le fun quand même. Hey, merci beaucoup, Jean-François Lépine. Ouais. Est-ce qu'il y a un projet qui s'en vient, que tu veux parler? Je sais que tu viens de sortir ton livre Les angoisses de ma prof de chinois. Ça, c'est vraiment sur 40 ans d'expérience que j'ai eu avec les Chinois et la Chine. Ou sinon, le livre aussi, La ligne de sur feu. La ligne de feu que j'ai publié. C'est drôle parce que maintenant, les gens retournent à ce livre-là, le rachètent, il est réimprimé parce que en fait, quand ils relisent sur la Chine, ils veulent voir ce que j'avais dit à l'époque sur, en fait, mon expérience à travers le monde. Alors, c'est intéressant. Moi, si j'ai des projets d'écriture, j'en parle pas tant que c'est pas confirmé parce que c'est plate tu sais. Mais donc, pour l'instant, moi, mon projet, c'est vraiment de continuer à faire des interventions dans les médias, comme ici, par exemple, pour essayer de dire aux gens, ne nous racontons pas d'histoire. Allons voir à la source ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. C'est important, ça aussi. Ouais. Et puis, se fier à entre autres, des journalistes ou des gens qui ont une tradition de sérieux. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, être curieux, pas se fermer des ornières en disant « je l'écoute pas lui parce que c'est si ». Et être curieux, comme tu fais dans la variété de tes invités puis des sujets que tu abordes. Merci beaucoup, Jean-François, c'est super apprécié. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Puis encore une fois, gros merci à mes commanditaires, procafetière.ca puis les cafetières Bellucci. Fait que bye tout le monde.